Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et au nom du Centre Porte Haute, bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau cycle de conférences que nous débutons ce soir, avec le soutien de la ville de Mulhouse et la librairie 47 des Prénoms. Voilà, je rappelle juste que le Centre Porte Haute est un centre ignatien, domicilié rue des Franciscains, qui est à 2 pas d'ici, et dont l'objet est d'offrir des propositions de réflexion et de discernement, qui est assez bienvenu par les temps qui courent. Depuis 1984, nous organisons donc en particulier des conférences tout public. Et le thème retenu cette année concerne la question des liens sociaux. Notre titre, c'est « Retisser du lien social, quelle voie possible ». Le constat, effectivement, c'est que bien des liens se dissolvent et que d'autres doivent se reconstruire dans une société qui est en pleine mutation. Notre cycle va donc comporter 6 soirées. Nous aurons l'occasion d'aborder des facteurs qui compromettent ces liens, mais aussi des pistes pour en retisser. Et nous avons aussi prévu 2 soirées concernant la situation concrètement à Mulhouse. Pour la première de ces soirées, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Marie-Claire Vitou, une historienne passionnée et passionnante, passionnée par l'histoire de Mulhouse, et que tout le monde connaît ici, qui nous rappellera les capacités notoires de notre ville à tisser et retisser des liens dans son récent passé. Et puis, dans une autre soirée, nous accueillerons des témoins et des porteurs de projets tournés vers l'avenir et impliqués dans de nouveaux projets sur Mulhouse, soutenus par la Fondation de France. Voilà, je voudrais particulièrement remercier tout de suite la ville de Mulhouse et M. Joël Belaine, son directeur des musées, pour la mise à disposition de cette magnifique salle. Remercier aussi Mme Goetz et M. Dorelli pour leur présence et leur soutien à cette manifestation. Merci à vous tous. Merci à Mme Vitou d'avoir accepté notre invitation. Et je donne la parole de suite à Pierre Vergès. Bonsoir. De loin, d'au-delà des monts, sont venues 2 femmes, historiennes, agrégées et docteurs, qui se sont prises de passion pour cette ville de Mulhouse. Et y séjournèrent, l'une un peu et l'autre très longtemps, et y œuvrent encore. Toutes 2 enseignèrent en cette ville, l'une aux jeunes filles du lycée Montaigne, l'autre au lycée Schweitzer, qui jadis fut de garçons. L'une fut conseillère municipale de Mulhouse, l'autre participa pleinement et participe encore à la vie de la cité, au point de consacrer ses travaux ô combien à l'histoire, aux racines de cette ville. Les 2 historiennes, particulièrement attachées à l'histoire sociale du XIXe siècle, ne pouvaient qu'être de plein pied avec Mulhouse, et pas seulement du bout du stylo. À la première évoquée, Madeleine Reveriou, qui fut par la suite présidente de la Ligue des droits de l'homme, Alfred Dreyfus, voilà encore Mulhouse. La ville de Mulhouse a dédié un rond-point. Nul doute que la ville sera reconnaissante le plus tard possible, j'espère, car ces choses-là se font en général de manière posthume. Vous honorez d'une rue, d'un square plus fleuri, à moins que vous ne préféreriez qu'on vous accordât aussi un rond-point, afin qu'on tournât autour de vous pour l'éternité. J'ai plaisir à rapprocher ces 2 figures, Madeleine et Marie-Claire, tant elles me semblent bien illustrer le propos de ce soir. Venues d'ailleurs, elles se sont attachées à cette ville et ont peu ou prou contribué à en tisser la trame, pas seulement par passion patrimoniale, mais pas moins
en s'inscrivant dans son présent, tout en ayant le souci de son avenir. Que voilà une belle conception de l'histoire. Par excellence, est-il une seule ville en France, et peut-être en Europe, qui peut à ce point en témoigner? Par excellence, Mulhouse s'est tissé aussi et successivement de fils venus d'ailleurs, du proche au plus lointain. Quelle histoire! Si à dessein, nous avons filé la métaphore du textile pour chapeauter le cycle de conférences que vous inaugurez ce soir, Madame, ce n'est pas simplement pour le clin d'œil, mais parce que nous sommes persuadés que l'image peut rendre compte de la réalité de la construction d'une ville, d'une société. Nous pensons que vous confirmerez et étayerez notre intuition balbutiante par votre propos éclairé. Permettez-moi d'achever cette introduction par une simple anecdote que je crois signifiante. Il y a 32 ans, alors même que je demandais ma mutation pour Mulhouse, mon inspecteur, colmarien bienveillant, qu'on eût dit tout droit sorti d'une gravure de Hancy, tout y était, le gilet, l'hommage abdominal au houblon, ne manquait que le chapeau et la montre à gousset. Mon inspecteur, donc, tout en nous quittant, me glissa à l'oreille cette sentence coïfusienne et définitive. Ah, Mulhouse, il faut bien dire que c'est une ville qui n'a pas d'âme. Je n'en fus pas déconcerté, tant d'heureuses raisons m'y attiraient. Mais enfin, Mulhouse était-elle une ville de perdition où j'allais perdre mon âme, si tant est, Madame, que j'en ai une, je demanderai à Sandrine Rousseau. Tout de 31 ans de compagnonnage avec Mulhouse m'ont convaincu du contraire de l'absence d'une âme. Et si c'était justement ceci, Mulhouse, son âme, son tour de main, son génie, sa vocation d'atelier, faire siècle après siècle avec du divers quelque chose de vivant et qui se tient et qui certes entraîne son lot de labeur et de joie. Avec grand intérêt, Marie-Claire Vitou, nous vous écoutons désormais, non sans vous remercier de la spontanéité, de la simplicité, de la gentillesse avec laquelle vous avez accepté notre invitation. Merci infiniment. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir mis à égalité avec Madeleine Rémériou. C'est une historienne pour laquelle j'ai énormément d'admiration. Et comme d'autres ici, Yves par exemple, j'ai eu l'occasion de dépouiller les délibérations du conseil municipal dans ces années extrêmement difficiles, des années 50. Et elle est toujours intervenue avec passion, mais intelligence, respect, mais avec des convictions inébranlables. Donc la comparaison me fait honneur. J'avais prévu, et je commence tout de suite par vous dire aussi la fierté que j'ai à avoir été invitée à parler dans un cycle du Centre Porte Haute. Le centre est depuis de nombreuses années un lieu essentiel dans la fabrication, dans la réparation de notre humanité individuelle et collective. Et je suis donc très fière de participer à ma petite place à ce travail de réflexion collective. Merci infiniment de m'avoir invitée. Alors, vous vous êtes emparé pour votre cycle 2022-2023 d'une problématique qui est particulièrement urgente et particulièrement dramatique, celle de la déchirure de notre tissu social sous les ciseaux des inégalités et de l'individualisme. Alors, depuis peu, la métaphore du tissage que vous avez utilisée a été remplacée parfois par celle d'archipélisation. Et je filerai les deux métaphores, en espérant ne pas couler avec le ferry qui relie les îles de l'archipel. Mais je pense que c'est une notion qui est peut-être un concept plus opératoire pour analyser la
réalité mulhousienne. Par ailleurs, il m'est demandé aujourd'hui de parler du cas mulhousien sous un double questionnement. Mulhouse comme cas d'école d'une société en voie de déchirure, en tous les cas archipélisée, et Mulhouse comme cas d'école d'un raccommodage, d'un retissage possible du collectif. Alors Mulhouse est évidemment une ville archipélisée, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'archipélisation, hein? Qu'est-ce qu'on appelle par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, c'est une nation, bien sûr, géographique qui décrit une partie, la réalité d'une partie de la France, hein, la France océanique en particulier, hein, mais aussi du monde, c'est-à-dire que nous avons affaire à un même État, à un même collectif, mais qui est composé d'une multiplicité d'îles qu'il faut donc relier entre elles, parce que c'est vraiment la fragmentation qui est absolument poussée à l'extrême. Et ce concept d'archipélisation, concept géographique, a servi de métaphore pour la science politique, puisque en 2019, Jérôme Fouquet, donc qui est dans l'Institut de sondage, hein, vous l'avez déjà entendu, mais qui est spécialiste de sciences politiques, en 2019 a publié L'archipel français, une nation multiple et divisée. Alors, ce concept d'archipélisation qui apparaît donc, qui s'impose au courant des années 2000, en fait, retravaille un peu en profondeur le thème de la fracture sociale qu'on a vu apparaître dans les années 90, en fait. Hein, voilà. Et il rend compte de mutations majeures de ces 30 dernières années. Alors là, c'est l'historienne un petit peu qui va essayer de prendre un peu de recul par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Hein. D'abord, et on ne saurait le nier, une croissance mondiale, mais on restera sur le cas de la France, une croissance mondiale des inégalités financières. Et quand on parle d'inégalités, on doit regarder à la fois ce qui est de l'ordre des pauvres, mais aussi de ce qui est de l'ordre des riches. Hein. Trop souvent, le focus se fait sur une politique sociale à direction des pauvres et on oublie que c'est une relation, hein, que l'inégalité, c'est une relation entre deux pôles. Alors, quelques chiffres. Vous avez entendu parler, je pense, de l'affaire de OpenLux, qui est la mise en ligne de secrets bancaires du Luxembourg. Et ils ont révélé que 15 000 Français en tout et pour tout détiennent au Luxembourg près de 1 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 4% de notre PNB. 15 000 Français, 4% de notre PNB. Et en échange, quelques chiffres que j'ai trouvés trop vite, hein, je vous prie de m'excuser, qui montrent qu'entre 84, la rigueur mitterrandienne, hein, et 1994, eh bien, on voit en effet que la mondialisation a eu des conséquences différentes sur une moyenne des revenus des salariés, hein, les ouvriers l'ont qualifié moins 5%, et puis pour les professions libérales, plus 38 ou 39%. Donc, il y a toujours eu des riches et des pauvres, hein, mais il est vrai que depuis l'époque de la déréglementation, Reagan, Thatcher, peut-être Liz Truss, hein, on ne sait jamais, hein, eh bien, on se trouve devant des inégalités de plus en plus marquées. Deuxième grand type de mutation, c'est la mutation culturelle. Alors, vous allez y arriver avec les gros sabots. Il y a d'une part, évidemment, la radicalisation des identités religieuses. Alors, vous croyez que je suis encore avec les gros sabots et que je fais allusion à l'islam? Non, je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur. Après, c'est ce que je pense, mais on pourra en discuter bien évidemment. Il me semble que ce qui se passe dans l'ensemble des confessions, c'est que la dynamique confessionnelle se trouve dans les franges les plus radicales, que ce soit chez les catholiques, chez les musulmans bien sûr, voire aussi chez les protestants, le mouvement évangélique, etc. Ça peut être ouvert à discussion, mais il me semble qu'on a là une radicalisation des identités religieuses. Et deuxième remarque, dont je parlerai peut-être s'il y a des questions, c'est que l'identité religieuse est en train de s'imposer comme étant l'identité principale, occultant le fait que chacun d'entre nous est fait d'identités multiples. Femme plutôt comme, sociale, moi je suis l'intello, je ne suis pas une ouvrière, je ne suis pas une paysanne, identité régionale, il y a des Alsaciens dialectophones et moi je suis une Alsacienne par choix et je ne parle pas le dialecte, etc. Hein, identité nationale bien sûr. Donc, radicalisation des identités religieuses. Plus grave peut-être, le développement d'un sentiment d'injustice et d'humiliation.
Je crois d'ailleurs que c'est un des thèmes de la conférence qui va être traitée, et des auteurs se sont déjà attachés à décrire l'importance comme acteur de l'unité sociale ou de la désunion sociale de ce qu'ils appellent le ressentiment. Le ressentiment, donc vous avez les travaux de l'historien Marc Ferraud, qui datent déjà d'une bonne quinzaine d'années, et puis tout à fait récemment, Cynthia Fleury a publié Sigil amer. Donc en effet, quand on écoute, quand on ouvre un petit peu les oreilles et qu'on écoute les gens, comme on dit, avec des guillemets, eh bien on se rend compte de la force du ressentiment, le voisin qui a le droit de faire ça, etc. Bien. Je rappelle que, je ne fais pas du tout de pub, mais je rappelle que François Ruffin, député LFI, vient de publier une étude qui s'appelle « Je vous écris du fond de la Somme », où il rend compte de ce sentiment de ressentiment au cœur du vote à l'extrême droite. On a d'autre part, troisième élément de ces mutations culturelles, la dislocation des références culturelles communes. Alors, là encore, gros sabot, tout le monde pense bien sûr à l'immigration importante qui a été liée à la mondialisation, une immigration porteuse bien sûr de modèles culturels différents. Bien sûr, ça a joué un rôle, mais je crois qu'on sous-estime totalement, au moins dans le discours public, lui aussi radicalisé, que dans cet affaissement du socle des valeurs communes, il y a le phénomène endogène, je dirais presque indigène, par rapport à l'immigration, d'individualisation croissante de nos sociétés occidentales. Voilà. Donc, cette société indigène ne partage plus des communs, des valeurs communes, parce qu'elle est travaillée par des formes d'individualisation de nos destins, et donc la machine à intégrer est en panne, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et cette montée de l'individualisme, il faut y rester un petit moment comme historienne, parce que jusqu'aux années 1960-1970, cet individualisme qui est né en 1789, je vais y revenir, a été tempéré jusque dans les années 1970 par l'appartenance à un collectif, que ce soit religieux, la paroisse, que ce soit familial, que ce soit syndical, nous appartenions à des collectifs. Or, nous le savons, ces collectifs sont en déclin en termes d'institutions qui permettaient de regrouper autour de valeurs communes des individus. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cet individualisme est au cœur de notre démocratie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler le problème en disant qu'il faut s'attaquer à l'individualisme, une bonne brise déjà pour le faire. Mais surtout, il faut bien se rendre compte que l'individualisme est la valeur centrale du système démocratique. Sinon, c'est le totalitarisme. Voilà. Bon. Donc, de fait, tout le 19e siècle s'est déroulé donc après 1789, qui, vous le savez, a servi de modèle dans toute l'Europe. Je veux dire, ce n'était pas une affaire franco-française. La Révolution, elle a bouleversé la vie politique du monde, et en particulier donc de l'Europe. Donc, le 19e siècle s'est déroulé dans une tension très très forte entre la défense du droit des individus, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 1er, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Bien. Et on a applaudi des deux mains à cette libération du droit de l'individu, et donc une tension avec la priorité que d'autres accordaient à la cohésion sociale. Un livre fondamental, c'est en 1880, le sociologue allemand Ferdinand Tönnies va s'interroger sur l'état de la société post-républicaine, post-révolutionnaire, pardon. Son titre, c'est Gemeinschaft oder Gesellschaft. Gemeinschaft, il y a le Ein dedans, c'est-à-dire une communauté qui l'emporte sur les individus, oder Gesellschaft, c'est-à-dire une communauté qui se fait par la libre volonté de chacun des individus. Et ça nous taraude jusqu'à nos jours. Comment? Ça, c'est le problème démocratique. Depuis 1789, c'est comment fait-on société avec des individus libres et égaux en droit. Voilà. Donc, ces forces, ce 19e siècle donc, a
à prospérer sur cette tension permanente, mais il faut dire que jusque mai 68, pour aller vite, hein, l'entrée dans la société de consommation, l'élévation du niveau de scolarité, etc., eh bien, les forces collectives, paroisses, syndicats, etc., ont commencé à s'effriter, leur effritement, leur détricotage est accéléré depuis quelques années. Alors, j'ai voulu essayer de donner une petite définition d'archipélisation. Je suis passée un petit peu vite, mais j'ai peut-être déjà été trop longue, je m'en excuse. Et j'arrive à Mulhouse, qui me semble en effet être... Est-ce que ça va, c'est pas trop fort, ça va? Oui, ok. Qui me semble en effet être un cas pur, je dirais chimiquement pur, la chimie a été à l'honneur à Mulhouse, d'une archipélisation ancienne. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire d'ores et déjà, c'est que étudier le cas mulhousien, comme nous le faisons dans cette conférence inaugurale, ce n'est pas du tout se regarder le nombril. C'est au contraire lever le nez du guidon. Voilà. Parce que ça va nous permettre de ne pas subir l'anxiété d'un phénomène massif, récent, qui apparaît comme inéluctable. On a quand même un peu tous l'impression d'être comme un barrage face au Pacifique, pour paraphraser Marguerite Duras. Hein, bon. Donc, en fait, étudier le cas mulhousien permet d'abord d'inscrire les transformations actuelles dans un moyen terme historique et surtout permet de comprendre les facteurs et les acteurs qui ont été en jeu. Et ça, c'est ma conviction d'historienne, à partir du moment où on comprend comment une situation a été possible, que l'on comprend les acteurs, le jeu d'acteurs et de facteurs, eh bien, on retrouve du pouvoir d'agir sur ces facteurs et ces acteurs. Hein. Et le pouvoir d'agir, il faudra y revenir. Alors, à y regarder de plus près, l'archipélisation actuelle, à Mulhouse comme ailleurs, n'est que, N'-QE, la forme extrême du vivre entre soi qui caractérise la ville industrielle. Voilà, depuis les travaux de Lévis-Mainforme ou d'autres, on sait que la grande différence entre la ville du Moyen-Âge, enfin médiévale et moderne, et la ville industrielle, c'est le passage du vivre ensemble à l'intérieur des remparts, à la protection des remparts, riches et pauvres, au vivre entre soi. Et ça, c'est vraiment une idée tarte à la crème, hein, mais voilà. Donc, vous avez le plan de 1797, j'aime bien appuyer sur le plan, donc la vieille ville médiévale et moderne, ah, j'ai pas de... Bon, c'est pas grave, excusez-moi, donc la place de la Réunion ici, hein. Les remparts, évidemment, vous ne pouvez pas les voir sur le plan, et vous savez qu'ils sont doublés par 4 et 3 canaux au nord et au sud, la Cine et le boulevard Kennedy. Hein. Et donc, vous aviez une ville qui était enserrée dans ses remparts, dont la protection est redoublée par les canaux, et riches et pauvres, évidemment, il y avait des riches et des pauvres, hein, mais ils vivaient ensemble, et donc ils vivaient dans les mêmes lieux, ils se rencontraient, ils partageaient les mêmes jeux, les mêmes loisirs, hein, et les inégalités n'empêchaient pas de vivre ensemble. Ce qui se passe, vous le savez, c'est qu'en 1746, bon, c'est le début de l'industrialisation à Mulhouse, on pourrait faire des heures de conférences là-dessus, mais ce qui va se passer, c'est que avant même l'industrialisation de 1746, le XVIIIe siècle est marqué par une aggravation de l'écart des fortunes, grâce au commerce, en particulier grâce à Mulhouse s'est enrichie pendant la guerre de 30 ans, hein, voilà, elle a fait du business avec les belligérants, donc elle s'est enrichie, ce qui n'était pas le cas évidemment du reste de l'Allemagne, hein, et donc ce phénomène d'industrialisation va aggraver l'écart des fortunes. Ça vous dit quelque chose par rapport à nos jours. Hein. Alors, il faut quand même être clair, un travail qui n'a pas de compétences professionnelles au 19e siècle gagne 1,50 franc par jour. Ça ne veut rien dire. Mais si vous multipliez par 300 jours de travail, ce qu'il n'avait pas toujours, 450 francs par an, ça lui permettait d'être juste au-dessus de la ligne de flottaison. Juste au-dessus. Hein. Bon. Par contre, le manufacturier, si son entreprise fonctionne, fait du, 3 petits points, 15% de bénéfices par an. Même Corian et les fonds espèrent faire 15% par an aux dépens des petits vieux. Hein. Voilà. Voilà. Mais ils n'y arrivent pas. Donc, on a véritablement des millionnaires d'un côté et de l'autre côté, donc, on y reviendra, des néo-urbains. J'ai calculé dans ma thèse,
qu'un minimum, c'est que 10% de la population mulhousienne doit être assistée. C'est un minimum, 10% en permanence. Sincèrement, je ne sais pas combien de Français qui ont besoin des allocs, mais on doit être autour de 12 à 14%. Hein. Voilà, une espèce de noyau dur comme ça, hein, de l'assistance. Par contre, en période de crise économique, et il y en a en veux-tu, en voilà, hein, puisqu'il n'y a aucun amortisseur hein, des crises économiques, pas de caisse de chômage, etc., c'est 48% des Mulhousiens qui doivent être assistés. Un Mulhousien sur 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez une ville qui déborde le cloaque, il n'y a pas de toilette, il y a un entassement, on dirait une bidonvillisation, enfin une todification de la ville, et vous avez des millionnaires qui pataugent dans la gadoue et dans la crotte, hein, excusez-moi, mais enfin, il faut être clair. Hein. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont les moyens, et ce sont toujours les classes aisées qui vont évidemment choisir de vivre entre soi. Et donc, le plan de 1830 vous montre la première opération immobilière remarquable hein, de cohérence, qui est le nouveau quartier, l'axe triangulaire maçonnique, hein, le nouveau quartier qui est construit dans l'axe de la rue du Sauvage à la rue de Colmar et qui permet, avec le bâtiment de la CIL ici, qui permet de créer ce que moi j'appelle un CBD, un Central Business District, puisqu'ils résident ici, mais ils sont à proximité de la gare. Dans le bâtiment de la CIL, il y aura la bourse, etc. Ils sont à proximité, bon, en 1830, c'est le plan de 1830, il n'y a pas encore le chemin de fer. 8 ans après, il y aura la gare, hein, juste en face. Donc, ils sont à côté de leur espace de travail, en quelque sorte, hein, de CBD. Donc, ça me paraît l'importance, c'est que, et c'est une, comment dirais-je, une description historique de ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas une dénonciation, oui, c'est vilain capitaliste qui quitte la ville, hein, c'est pas ça. Mais il se passe que les gens qui en ont les moyens font le choix, à partir donc, du 19e siècle, de vivre entre soi. Alors, 1830, ils vont s'installer dans le nouveau quartier. Là, on change d'échelle, donc c'est peut-être un petit peu moins visible. Sur le plan 1886, vous avez la vieille ville médiévale et moderne, vous avez le nouveau quartier, et ensuite, bon, ils vont abandonner les habitats collectifs pour choisir les villas individuelles, avenue Clémenceau, le long de la rue du Rhône, donc tout ce qui va vers la fonderie par là-bas. Hein. Et puis, lorsque les problèmes d'adduction d'eau seront réglés sur le Réberg, eh bien, pas tellement les manufacturiers, ça c'est Bernard Jacquet qui l'a montré, mais les ingénieurs, les médecins, etc., vont monter dans la ville des manufacturiers qui permettent d'organiser le vivre ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est donc, pas le vivre ensemble, le vivre entre soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce modèle qui est bon pour les populations aisées, je veux dire les manufacturiers, j'ose pas employer le terme de capitaliste parce que ça fait gauchiste, mais c'est un terme descriptif, hein, ceux qui ont les capitaux, voilà, hein, bon. Donc il n'y a pas de... Voilà, n'en tirez pas des conclusions, on vit tout la rouge. Hein, bon. Donc, même si, bon, pas totalement, hein, bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle du vivre entre soi, ils vont le choisir pour les ouvriers. Et quand ils vont en 1853, Jean Dollfus, le patron de DMC, va créer la Somco, une société immobilière la plus ancienne de France, hein, 1853, eh bien, il va construire la cité ouvrière de l'autre côté de la ville médiévale et moderne. Donc, vous avez un exemple chimiquement pur de vivre entre soi. Donc, d'archipélisation. Mulhouse est faite de 3 archipels. La vieille ville médiévale et moderne, ici, qui est mixte, hein, en particulier en termes commerciaux, églises, temples, enfin voilà, c'est commun en quelque sorte. Hein. Et puis, vous avez les 2 îles archipélisées, que sont la ville des manufacturiers et la ville des ouvriers. Hein. Voilà. Alors, ce qui... Non, mais c'est moi. Ça m'échappe. Voilà. Ça, c'est le plan de la cité ouvrière. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps, mais vous voyez, vous avez le modèle en bande. Le modèle en bande, qui est le modèle ramené d'Angleterre, hein, le prince Albert. Et puis ensuite, l'invention strictement mulhousienne du carré mulhousien. Hein, voilà. Donc au total, 1243 maisons qui logent à peu près 8000 habitants, à peu près, hein, papa, maman, les 2 enfants, hein, il n'y a pas trop de bonnes en principe. Et donc 8000 habitants en 1800, voilà, ça fait à peu près 10% de la population mulhousienne, ce n'est pas négligeable. Hein.
Alors, ce qui me paraît important, là, je suis donc dans les lointains du 19e siècle, mais il faut bien comprendre que cette archipélisation s'est renforcée justement dans les années 1970. Alors là, je refais un rappel souvenir, Émile Muller, pas celui qui a créé le carré mulhousien, hein. Émile Muller, le maire Émile Muller, 1956-1981, Émile Muller s'est battu pour faire les coteaux. Et les coteaux, décidément, les coteaux, c'était une volonté de recréer du vivre ensemble. C'est-à-dire, on allait faire un quartier qui permettrait d'accueillir tous les Mulhousiens, sauf, disait-il, les gens du Réberg, parce que ceux-là, on n'arrivera pas à les faire descendre du Réberg. Hein. Voilà. Mais par contre, toutes les classes moyennes. Et quand même, des F5 de 110 mètres carrés, avec de la lumière, de la hauteur, une vue imprenable sur les Vosges, si vous êtes déjà au 12e ou 13e étage, c'était extraordinaire, avec baignoire, avec tout le confort moderne. Et donc, on a eu en effet, quand les coteaux ont été construits à la fin des années 60, eh bien, on a vu arriver en effet des médecins, des enseignants et toutes ces classes moyennes, inférieures, supérieures. Et son idée, c'était de recréer du vivre ensemble entre les classes populaires et les classes moyennes. Donc, de refaire du vivre ensemble. Au moment même où la dernière tour n'est même pas encore construite, se produit un phénomène massif en France qui est l'exode des classes moyennes vers la petite propriété individuelle, ce qu'on appelait la rurbanisation. C'est-à-dire que le modèle, ça n'a plus été les bars et les tours, que d'ailleurs Guichard abandonnera quelques années plus tard. Les coteaux, c'est très réussi hein, par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres villes. Mais il n'empêche que les classes moyennes, ayant atteint une certaine aisance, hein, nous sommes à la fin des années 60, années 70, c'est vraiment, on va dire c'est la fin des 30 Glorieuses, non, c'est le début de la consommation. Pour beaucoup de classes moyennes, inférieures, en fait, il faut revoir un peu notre chronologie. Hein. Et donc, dès qu'on a les moyens, eh bien, en plus, rappelez-vous, il y a une inflation à 2 chiffres, mais avec des prêts bancaires qui restent fixes. Hein, donc, ce n'est pas du tout le cas actuellement. Donc, plus vous avancez et moins vous remboursez. Hein. Donc, il y a des gens qui vont aller, donc ces classes moyennes vont en fait fuir les coteaux. Et les coteaux vont donc devenir à nouveau le lieu de résidence de ceux qui n'ont pas le choix, qui sont assignés à résidence. Et donc, elles vont être l'archipel, enfin l'île pauvre de l'archipel. Hein. Voilà, je crois que j'ai... Voilà. Et vous avez ici alors un document que peut-être certains connaissent, c'est le revenu médian. Le revenu médian, c'est-à-dire 50% des habitants de M2A gagnent, alors combien c'est 15 000 € par an. 50% des habitants gagnent 15 000 € par an. Ça, c'est le plus clair. Hein. Et c'est M2A hein, que vous avez là. Et alors, ça ne se voit pas beaucoup, hein, mais Mulhouse, c'est ça. Ça, c'est le Réberg. Hein. Voilà, là, c'est les coteaux. Et là, c'est Boursvillers. Voilà. Hein. OK ? Et donc, ce que vous voyez, la tache mulhousienne, ben, elle est blanche et jaune, hein, c'est-à-dire la concentration des populations qui sont entre 15 000 et 18 000 € par an. Voilà, hein, donc on a véritablement là une Mulhouse et a des populations très très riches, hein, c'est le Réberg en particulier, ça se voit, la tache très foncée, mais en même temps, elle est en elle-même l'archipel, enfin l'île archipélaire des pauvres par rapport à la M2A. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Hein, voilà. Donc voilà la première caractéristique de Mulhouse archipélisée. Mais encore une fois, la situation actuelle, c'est le fruit d'un processus historique qui est lié à l'industrialisation dans le cadre du capitalisme libéral. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas le marché. On n'impose pas aux gens d'aller vivre à tel endroit. Hein. Bien. Deuxième caractéristique, je passerai peut-être plus rapidement, c'est une ville évidemment d'immigration, je mets un S majuscule à la fin, massive et multiple. Hein. Alors simplement rappeler qu'au XIXe siècle, on a le paradoxe qu'une ville qui est une ville mouroir. Au XIXe siècle, c'est une ville mouroir. Louis-René Villermé, le premier observateur social, publie en 1840 un tableau de l'espérance de vie à la naissance. C'est à propos de Mulhouse qu'il le fait. Il prend les registres de naissance, etc. et il calcule l'espérance de vie à la naissance. Un enfant d'ouvrier manufacturier à 1 an, s'il a atteint l'âge d'1 an, il peut espérer vivre encore en moyenne 1 an et 14 jours.
le fils de manufacturier qui a atteint l'âge d'1 an, donc qui n'a pas succombé à la mortalité infantile, peut espérer avoir 28 ans. 1 an et quart, 28 ans, à 1 an d'espérance de vie. C'est pour Mulhouse qu'il l'a calculé. Hein. Donc, c'est un death trap, disent les Anglais, c'est-à-dire un piège mortel. Et pourtant, c'est une ville champignon. Voilà. Ça, c'est la croissance démographique de Mulhouse entre 98, où elle fait, au moment du rattachement de Mulhouse à la France, 1798, où elle fait à peu près 6 000 habitants. Et au moment de l'annexion allemande, elle en fait, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, enfin 65 000. Hein, voilà. Donc, c'est une multiplication par 10, relativement lente au départ. Le palier que vous avez, vous voyez le palier, hein, c'est la crise colérique, l'attaque du choléra morbus. On est passé à travers celle de 1830, on est passé à travers celle de 1848, Ribeauvillé l'a bien pris. Nous, on est passé à travers les gouttes, mais alors 54, là, massif. Et tous les généalogistes mulhousiens savent que ça a décliné. Voilà, donc c'est le plat. Bien. Donc, Mulhouse ne peut avoir une croissance comme ça, pas par accroissement naturel, puisque une mortalité absolument effrayante. Hein. La mortalité infantile, j'avais fait un article dessus. On est quand même, pour les enfants d'ouvriers, tenez-vous bien, 50% meurent avant 1 an. C'est des chiffres de la Sologne de Louis XIV, les marécages de Louis XIV, l'époque de Louis XIV. Hein. Bon. Donc, ça n'est possible que par l'immigration. Alors, de l'immigration, et on a, dès le 19e siècle, 2 types d'immigration. Là, actuellement, vous savez qu'on se bat les uns avec les autres. Ah, on veut bien les réfugiés, mais on ne veut pas ceux qui viennent pour des raisons économiques. À Mulhouse, l'immigration, elle était double et mixte et impossible de faire la différence. Il y avait évidemment les paysans paupérisés d'outre-forêt, donc la petite pierre par là-bas. Il y avait les paupérisés autour de Mulhouse et du Sundgau, hein, de Suisse, parce que l'immigration, elle faisait dans ce sens-là, hein, à l'époque. Hein. Et puis, donc, il y avait aussi les réfugiés politiques des mouvements nationalitaires et républicains dans les pays de la Confédération germanique de l'époque. Hein. Donc, on a les deux. Je mets une petite citation, comme ça, vous pouvez éviter de m'écouter. Voilà. Hein, donc, c'est cette idée de ce flux migratoire qui renouvelle en permanence la population de Mulhouse, des malheureux sans travail et sans pain qui viennent y chercher des moyens d'existence. Voilà. Au XIXe siècle, on parlait de cette population-là, on parlait de population flottante. Voilà. Alors, ce flux migratoire s'est maintenu pendant tout le XXe siècle, évidemment. Pendant la période allemande, les Italiens, hein, qui étaient souvent des tuiliers et des briquetiers du Frioul, ce qui fait qu'une grande partie du Mulhouse que nous connaissons en briques a été construit par des Italiens. Hein. Ensuite, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu des flux migratoires, puis ensuite, il y a eu des renvois chez eux, et on voit arriver les Polonais. Et après la Seconde Guerre mondiale, après que De Gaulle ait blanchi l'armée, je ne sais pas si vous le savez ça, mais donc Mulhouse a été libéré par le débarquement venu d'Afrique du Nord, hein, le débarquement de Provence, qui était constitué essentiellement de troupes coloniales. Hein, et en 1945, on a blanchi l'armée, alors sous l'ordre de De Gaulle, c'est-à-dire qu'on les a renvoyés chez eux de manière à ce quand même ils ne fassent pas trop tâche. Et c'est seulement en 1947 qu'on les a autorisés à franchir la Méditerranée. Bon. Et donc, on a eu l'Afrique du Nord, en particulier l'Algérie, et puis après, ça a été la diversification, la guerre d'Indochine, puis du Vietnam, les Balkans, l'Afrique subsaharienne, etc. Hein. Et là encore, on voit sur la carte de M2A le taux très important sur le banc mulhousien, hein, puisqu'on retrouve la petite liseré blanc, hein, on voit le taux très important sur Mulhouse de la présence des étrangers. Puisque vous savez que les statistiques en France interdisent de poser la question des origines étrangères des Français de première génération. Donc, on n'a pas cet outil pour savoir quelles sont les premières ou les deuxièmes générations d'immigrés. Donc, on a un outil là qui nous manque, un outil de connaissance, je ne critique pas, je constate. Hein. Par contre, même en Angleterre, hein, on a encore sur déclaration, est-ce que, c'est incroyable, hein, je fais une petite parenthèse, est-ce que vous vous déclarez comme juif ? On pose la question en Angleterre, est-ce que vous vous déclarez comme Caribbean Africans, c'est-à-dire venus des Caraïbes, c'est-à-dire les Antilles africaines, ou est-ce que vous venez d'Afrique, pakistanais, indiens, etc. C'est extrêmement intéressant. Sur déclaration, on peut... Bon, et puis leur intégration, c'est pas si mal réalisé que ça, quand vous voyez que le ministre de l'économie britannique
et d'un noir quand même. Hein. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, je ferme la parenthèse. Alors là, c'est vous que j'entends avec vos gros sabots, vous disant, bah oui, problème culturel quand même, ville houleuse, ville d'immigration, c'est normal quoi. Maintenant, on a quand même des gens qui arrivent avec d'autres cultures que nous. Ok ? Donc vous avez tout à fait raison. Les premières vagues migratoires, j'en ai parlé, Suisse, Allemagne, le reste de l'Alsace, eh bien oui, ils partagent la même culture, les mêmes langues, ou quasiment, on n'a pas qu'un Souabe et un Alsacien, ça se comprend, hein, très bien. Et sauf que, en conclure que du coup l'intégration fut plus facile est complètement faux, parce que tant les travaux d'Yves sur le bassin potassique que les travaux de Gérard Moriel, et je vous recommande Discours public et humiliation privée, montrent que l'ensemble des archétypes anti-émigrés se fabriquent à la fin du 19e siècle contre les Italiens. Ce sont des anarchistes, donc politiquement, ce sont des terroristes. Et n'oubliez pas qu'ils ont assassiné le président Sadi Carnot en 1894, si mes souvenirs sont exacts. Je ne me trompe pas, sauf que c'est ça. Bon, écoutez, vous ne me prendrez pas si la date n'est pas tout à fait juste. Mais enfin, c'est la fin du 19e. Voilà. Bon, deuxièmement, ils viennent nous voler notre pain dans nos poubelles, enfin, ils viennent nous voler notre travail et ils tirent les salaires vers là-bas. Troisièmement, alors c'est pas le latin lover, c'est le latin violeur, ils viennent violer nos filles. Hein. Donc, on a tous les arguments qui se mettent en place. Ah oui, puis leur dernier élément, ils sont catholiques, mais pas comme nous. Voilà, hein. Donc, faisons très très attention à, comment dirais-je, cette assimilation que l'on fait entre la présence de cultures étrangères et la menace sur la crise culturelle, la crise de nos valeurs communes. Hein. Voilà. Donc, Mulhouse est bien un cas type d'une société urbaine archipélisée, et j'aimerais maintenant comprendre les outils qui ont permis à cette ville d'archipel de tisser du lien social. Ou, pour filer une autre métaphore peut-être, quels ont été les ferries qui sont allés d'île en île de manière à faire l'unité de l'archipel. Alors, je pense que le premier élément qui permet la suture entre des groupes socio-culturels, hein, c'est de partager des valeurs et des visions communes de la société à bâtir. J'enfonce une porte ouverte, permettez-moi de la concrétiser dans l'histoire. Au XIXe siècle, cette société mulhousienne, qui est complètement bouleversée par l'industrialisation, par l'arrivée de populations qui amènent des savoir-faire différents. Les barbares au XIXe siècle, c'était les paysans qui nous arrivaient et qui ne savaient pas faire ville. Hein, d'accord ? Donc, cette société mulhousienne est profondément façonnée par l'industrialisation. Elle est marquée par des écarts immenses de fortune entre manufacturiers et ouvriers, par un vivre ensemble, et pourtant, il y a eu tricotage avec ces deux fils complètement différents. On a réussi à créer une société, un archipel qui partageait du commun. Alors, je voudrais justement revenir sur la notion d'archipélisation qui, à plusieurs reprises, a remplacé celle du tissu. Hein. Alors, jusqu'à présent, je l'ai utilisé de manière négative, sous son aspect de déchirure, de blessure du vivre ensemble et de blessure du collectif. Or, je pense qu'on peut retourner le stigmate, comme l'a fait l'auteur antillais Édouard Glissant, qui est décédé donc en 1928-2011, qui a développé le concept d'archipélisation culturelle. Alors, ce que dit Édouard Glissant, et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour l'analyse même historique, hein, c'est que l'archipel n'est pas fait d'entités isolées, évoluant selon leurs propres règles, même si évidemment c'est possible. Regardez les Britanniques, hein, on a un peu de mal avec leur insularité quand même. Hein. Bon, la dernière fois qu'on les a envahis, c'est en 1066, depuis on n'est jamais arrivé, et ça se sent quand même un peu là dans leurs différences. Bon, en plus, ils sont bons au rugby, et ça, c'est pas sympa. Bien. Donc, il y a évidemment des phénomènes d'insularisation qui peuvent se produire, mais ce que nous dit Édouard Glissant, c'est qu'un archipel, il est fait en fait d'un ensemble de petites structures, certes indépendantes, mais qui, du coup, ont la capacité de choisir les formes de coopération et de mutualisation.
qu'elles ont envie de mettre en eux. C'est-à-dire elles ont la possibilité du choix, se renfermer sur elles-mêmes ou coopérer et se développer par la coopération. Et donc à ses yeux, ça c'est mon appropriation de sa formule, hein, ce n'est pas lui qui le dit, les îles sont comme des individus libres, égaux en droit, qui choisiraient ou ne choisiraient pas de rester isolés ou de travailler avec les autres et de partager, de coopérer, de mutualiser. Dans un cas, ils peuvent faire le choix de s'étioler par une sorte d'endogamie, en quelque sorte, hein, culturelle et pas simplement physique. Hein. Et dans l'autre, ils vont au contraire s'enrichir par la mutualisation, la rencontre, la collaboration, voire le choc et les conflits. Donc, quels ont été à Mulhouse ces bacs, ces ferries qui sont allés dans les îles de l'archipel? Alors, ce qui me paraît fondamental, c'est qu'il y avait un partage d'une vision commune de la société que l'on voulait faire. Là, je vous demande d'accrocher vos ceintures parce que je vais un peu à l'encontre de ce qu'on lit trop souvent. Hein. Bon, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est la philanthropie patronale qui prend en charge la question sociale. Et vous avez remarqué, j'emploie toujours le terme de philanthropie, je refuse, je freine dans mes Caligula, hein, comme dans Astérix, quand on emploie le terme de paternalisme. Pourquoi? Parce que le projet social des industriels mulhousiens, ce n'est absolument pas du paternalisme, c'est-à-dire de maintenir une tutelle permanente du berceau à la tombe sur l'ouvrier, c'est au contraire de les rendre autonomes, c'est-à-dire de les tutorer, comme on le fait pour un arbre qui commence à pousser, pour qu'ensuite on n'ait plus besoin du tuteur. Donc, on a deux modèles complètement différents. On a le modèle d'un Schneider, par exemple, grande figure de l'acier, de la sidérurgie, de la fin du 19e siècle au Creusot. Hein. Le Creusot a failli s'appeler Schneiderville, d'ailleurs. Hein. Bon. Et qui, lui, voulait maintenir son contrôle sur ses ouvriers. Donc, il a fait du logement ouvrier le Creusot, c'est un village. Hein. Donc, il a fallu construire une ville. Hein. Et donc, il pratiquait la location, ce qui lui permet à la fois de renvoyer l'ouvrier de son usine, mais de le renvoyer aussi de son logement. Donc, la tutelle, c'était, on serrait tous les boulons. Et le patronat mulhousien n'est absolument pas sur ce modèle-là, que j'appelle paternaliste, hein, mais il est au contraire sur l'idée de rendre autonome, de donner, alors empowerment, on dit maintenant, capacité d'agir aux ouvriers. Alors vous allez me dire, prouvez-le, je vous le prouve, chers amis. La Somco dont j'ai parlé tout à l'heure, la Cité ouvrière de 1853. Alors on dit, oh c'est formidable, vous avez vu le carré mulhousien, qu'est-ce que c'est intelligent, etc. Non, la chose la plus importante pour le carré mulhousien, c'est que c'est de l'accession à la propriété. Alors il faut amener un petit pécule, 200 à 300 francs. Bon, le paysan, il vend sa petite ferme, sa petite masure, les 3 vaches qu'il a, il l'a pour démarrer. Okay. Et puis ensuite, on paye un surloyer pendant 15 ans et on devient propriétaire. Vous allez me dire, ouais, mais bon, le surloyer, c'était impossible pour les prolétaires. Ah ben, pas du tout. C'était moins cher que les taudis du centre-ville. Alors, pourquoi tous les ouvriers ne se sont-ils pas précipités? C'est qu'il faut pouvoir payer pendant 15 ans. Il faut avoir un emploi pendant 15 ans. Et les ouvriers sans qualification n'ont pas de certitude d'avoir de l'emploi. Mais voilà, donc c'était que les ouvriers qui avaient une compétence et qui, du coup, les patrons se les gardaient. Hein, et donc, ils avaient un salaire régulier. Mais rendez-vous compte, donc, accession à la propriété. Et à partir de ce moment-là, l'ouvrier, il échappe. Il fait ce qu'il veut avec sa maison. Il met des nains de jardin, il construit des garages, même avec une pente comme ça. Il fait ce qu'il veut. Hein, puisqu'il est, alors là, vous savez, la propriété, c'est un droit inviolable et sacré pour les patronats. Hein. Donc, il leur échappe complètement. Et on a des textes hein, de 2001, 1901, 1902 dans lesquels on dit, oh là là, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec eux. Hein. Ouais, ah oui, ils sont devenus maîtres chez eux. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a cette volonté que s'il y a besoin d'une tutelle, elle doit aboutir à ce qu'on n'en ait plus besoin. On est vraiment là dans un père qui, à un moment, dit au fils, maintenant, you're on your own, hein. Tu te débrouilles. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils ne sont plus les seuls acteurs sociaux. À la fin du 19e siècle, en effet, le monde ouvrier devient une classe ouvrière. Puis tout la rouge. Oh là là, la classe, mon Dieu, voilà, ça y est. Hein. Bon, alors, qu'on soit clair, la classe est un concept historique qui contient 2 éléments.
hein. C'est premièrement la place dans le process de production, donc ceux qui ont leur force de travail à vendre et ceux qui ont le capital. Jusqu'ici, je pense que je choque personne. Hein, bon. Et puis, d'autre part, qui ont la conscience de leurs intérêts, éventuellement opposés à l'autre. Alors, on peut ne pas être marxiste, je ne le suis pas, et penser qu'il y a plus que deux classes. Hein, mais le concept de classe est opérationnel. Donc, à la fin du 19e siècle, la conscience de classe, c'est-à-dire l'idée que le monde ouvrier a des intérêts à défendre qui lui sont propres, s'impose, et on va voir donc se développer. En France, c'est la même chose, hein, avec un rythme un petit peu différent du fait de l'affaire de la commune et tout ça, mais passons, on va voir à Mulhouse, mais en Alsace de façon générale, se développer, non pas un syndicalisme, mais deux syndicalismes. Ce qu'on appelle le syndicalisme noir, en soutane, celui des curés, l'abbé Séti, et le syndicalisme rouge, c'est-à-dire celui du mouvement socialiste et social-démocrate allemand, puisque à l'époque, Mulhouse est allemande. Hein. Et ils se tirent la bourre tous les deux. Donc, quand vous avez deux syndicats, c'est encore mieux en termes d'efficacité, si je puis dire. Hein. Il y a une sorte de surenchère. Voilà. Donc, je dis là la chose qui peut faire bouillir, hein, c'est que j'affirme que le but du monde syndical, enfin des deux mondes syndicaux, est au final, hein, et au-delà des luttes et des grèves et de tout ce que vous voulez, le même que celui du monde patronal. C'est-à-dire donner de la pouvoir d'agir aux ouvriers. Faire d'eux des êtres autonomes, des citoyens pleins et entiers, qui peuvent prendre leurs décisions. Et de ce point de vue-là, donc les sociabilités ouvrières concurrentes qui vont se développer, les sociétés de gymnastique, de théâtre, les groupes de musique, etc., le sport, très très important, hein, etc., vont créer une classe ouvrière capable de prendre ses décisions, d'être un acteur politique. Hein. Et je vais même aller plus loin, je vais souligner le fait que le syndicalisme catholique en France qui se développe à la fin du 19e siècle, du fait de l'histoire politique particulière de la France, a les ailes relativement coupées à la fin du 19e siècle, ce qu'on appelait la belle époque avant 1914, parce que l'Église catholique, apostolique et romaine est extrêmement réticente à confier des responsabilités aux laïcs. Séti, enfin, en particulier Séti, hein, et parce que c'est, le courant politique allemand dans lequel le parti catholique est reconnu comme un parti politique en Allemagne, le Zentrum, hein, ce qui n'est pas le cas en France. Hein. Et donc, il n'y a pas de réticence et il n'hésite pas à confier la gestion de la Caisse de crédit mutuel Saint-Joseph, de toutes les associations de musique à des laïcs. Et donc, il surveille de loin, évidemment, ne serait-ce que ce soit donc quand même dans le dogme, hein, mais il donne des pouvoirs administratifs et de gestion au monde ouvrier. Et donc, on se retrouve bien dans cette vision partagée. Alors, quels sont les outils? Peut-être que j'aille un petit peu plus vite, je crains d'être un peu lente, pardon, enfin, pas lente parce que je parle vite, mais longue. Donc, je passe rapidement. L'école, sachant que dès 1832, le maire André Quéclin a fait, c'est unique en France, avant la loi Guizot de 1833, il fait une école mixte confessionnellement. Donc, il y a une école pour les garçons, une école pour les filles, mais elle est mixte confessionnellement, ce qui fait que lorsqu'il y aura la crise autonomiste des années 30 autour de la question des écoles sans Dieu, hein, eh bien Mulhouse ne bougera pas. L'habitude d'avoir des écoles interconfessionnelles et où Dieu est enseigné, hein, catholique et protestant. Bien. Donc l'école est évidemment un outil majeur d'intégration de tous les néo-mulhousiens, et avec les bibliothèques publiques, hein, pensez à la bibliothèque de Mulhouse, Jean Massé, etc. Hein, donc on a été là aussi très, très premiers. Alors cet outil, eh bien, le système scolaire actuel, là j'essaye de faire de l'histoire à maintenant, le système scolaire actuel reproduit beaucoup plus qu'il ne combat les inégalités. Dans ma jeunesse, donc quand même, hein, ça commence à dater, hein, 50-60 ans, il y avait infiniment plus de mixité sociale qu'il n'y en a maintenant, et en particulier les dérogations à la carte scolaire fait que même dans l'école, les enfants des différentes classes ne s'éduquent pas ensemble. Donc il y a là, il me semble, un outil
d'intégration qui est peut-être en difficulté. Hein. Bon, on pourra en discuter. Le second outil majeur, bien sûr, de l'intégration et du proliage des îles de l'archipel, c'est le travail et le salaire. Hein. Alors, le travail et le salaire qui permettent, et ça c'est fondamental, de sortir le monde ouvrier de l'insécurité permanente. Et on sait qu'il faut attendre le CNR, excusez-moi, j'ajoute le vrai, celui de 1944, pour que la sécurité sociale mette fin à l'insécurité, mette fin à cette vie au jour le jour. D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi on n'a pas appelé ça l'État-providence, qui est la traduction de welfare state, qui est l'invention anglaise du welfare state. Et je trouve que c'est très bien choisi. Pierre Laroque a choisi sécurité sociale. L'idée, c'était que la maladie, la mort, le chômage ne devaient pas faire tomber en dessous de la ligne de flottaison, la ligne de survie, la ligne d'indépendance, les plus fragiles. Et donc, le terme de sécurité sociale est, je trouve, très, très bien choisi. Voilà. Au XIXe siècle, même si les salaires étaient extrêmement bas, le monde patronal, tout libéral qu'il fut, n'a pas imité les Britanniques, hein, mais a développé une philanthropie extrêmement généreuse. Je le dis, il vaut mieux être pauvre à Mulhouse au XIXe siècle qu'à Lille, par exemple. Hein. Voilà. Hein. Alors, c'est pas bien d'être pauvre, mais il valait mieux l'être à Mulhouse qu'à Lille. Voilà. Alors, il est vrai, je viens sur l'actualité, que la désindustrialisation puissante depuis les années 80, en particulier à Mulhouse, avec la déterritorialisation des entreprises, a privé le monde du travail de cet outil majeur de participation à l'utilité sociale qu'est le travail et avoir un salaire. Alors on le voit, on le sait, l'État social français a substitué les allocations au salaire, mais ça pose la question de l'autonomie décisionnelle des allocataires. Et je dois dire qu'actuellement, la polémique entre travail et alloc m'époustoufle par la pauvreté de son développement. Je suis épouvantée par cette opposition que l'on fait entre travail et alloc. Et il y aurait infiniment plus à dire, mais à mettre au cœur dans l'un et dans l'autre l'autonomie décisionnelle, le pouvoir d'agir de celui qui ne peut pas avoir du travail, mais qui du coup a une utilité sociale. Et comment on garantit cela? Bon, troisième élément, troisième ferry, si je puis dire, ou troisième fil pour tricoter ensemble le lien social, c'est l'engagement associatif. Actuellement, Mulhouse est riche de plus de 1000 associations. Hein. Alors, les mêmes personnes appartiennent à plusieurs, mais on voit bien que ce sont des descendants actuellement de ces associations concurrentes de sociabilité ouvrière de la fin du 19e siècle. Et je passe. J'aime bien cette photo du club de foot de la SACM en 1982. Si vous regardez bien, un certain nombre de gens, visiblement, ils sont issus de l'immigration. Mais voilà, bon, je suis raciste, mais Mohamed, c'est un très très bon gardien de but. Voilà, et donc ça fait, voilà, heureusement que je peux fréquenter Mohamed dans le club de foot. Voilà. Alors on le sait, ces associations sont actuellement confrontées à la baisse de leurs effectifs et la difficulté de remplacer leurs dirigeants, parce que c'est vrai, il y a une crise de l'individualisme qui fait que l'engagement collectif est beaucoup plus compliqué. Quatrième outil d'intégration, bien sûr, c'est la citoyenneté, c'est-à-dire le fait de se sentir citoyen et co-détenteur de la souveraineté politique. Bon, je rappelle quand même que ça fait plus de 30 ans que s'est posée la question dans toute la France de faut-il donner le droit de vote aux étrangers pour les élections locales, et qu'il n'y a jamais eu de réponse, si ce n'est l'absence de réponse, qui vaut non, qui a été apportée à cette idée-là. Je la pose, je ne dis pas que je suis pour, mais je la pose. Et il faut bien dire, pour revenir à l'actualité, que l'abstention massive que l'on constate dans toute la France et tout particulièrement à Mulhouse pose la question de ce détachement, de ce collectif politique citoyen qui jusqu'à présent était un élément d'appartenance commune. Voilà. Et on voit bien qu'à Mulhouse, cette abstention qui est très forte, je crois qu'elle a frôlé les 70%, est à la fois sociale. Les couches populaires, que nous avons vues nombreuses à Mulhouse, sont abstentionnistes. Et elle est aussi générationnelle. Mulhouse est une ville jeune et les jeunes votent moins. Donc, voilà. Alors, je crois que j'arrive à peu près à l'heure. Donc, en guise de conclusion, on a posé des questions, je ne peux pas y répondre.
Voilà, je ne peux pas répondre parce que je suis historienne. Et donc, je ne peux pas vous répondre, retisser le lien social, quelle voie possible. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser en race campagne quand même. Hein. Je voudrais essayer simplement, mais de mettre sur la table les sujets à discussion, hein, de reprendre un petit peu ce que j'ai dit par rapport au passé, hein, à notre héritage, ce qui est dans notre, là, on va dire ADN mulhousien, et puis essayer de voir comment on peut les retricoter, hein, pour aujourd'hui et pour demain. Alors, le vivre entre soi, je l'ai montré, a été voulu et organisé par les classes aisées, et ce modèle a été, j'allais dire, imposé, enfin, on n'a pas discuté, hein, aux classes populaires. Et depuis les années 90, il y a eu une prise de conscience de cette fracture sociale, et il me semble que les pouvoirs publics, tant nationaux que communaux, qui d'ailleurs étaient sous la contrainte de la loi, ont essayé de fabriquer un peu artificiellement du vivre ensemble. Je pense à la loi des 25% de logements sociaux dans les communes, bien. Et il me semble que globalement, on peut être d'accord du fait qu'il n'y a personne que je mets en cause, hein, et que globalement c'est un échec. Voilà, que globalement c'est un échec et que les déchirures du corps social se sont même aggravées. Hein. Bien. Or, je constate qu'au XIXe siècle et jusqu'à une bonne partie du XXe siècle, le vivre entre soi n'avait pas empêché le partage de valeurs communes. Et du coup, j'ai envie de revenir vers Édouard Glissant, ce chantre de l'archipélisation, et de ce qu'il appelle la décontinentalisation du monde. Voilà. Alors, pour lui, je vous le rappelle, hein, l'archipélisation, ce ne sont pas des îles isolées, mais des villes dont l'épanouissement, dont l'épanouissement passe par la mutualisation, hein, le fait de monter sur le ferry, hein, et puis de partager. Hein. Et alors, ce qu'il affirme, c'est qu'il s'agit de ne pas s'épuiser à tenter et d'échouer à refaire continent. Il faut acter la décontinentalisation, c'est ce qu'il dit. Hein. Je ne dis pas il faut, il n'y a qu'à Faucon, hein. Voilà ce qu'il dit. Il faut acter la décontinentalisation et mieux encore, il faut s'en réjouir. Hein. Il appelle ça la créolisation du monde. J'appelle créolisation la rencontre, l'interférence. L'interférence, c'est déjà moins câlin. Hein. Ça peut être violent. Hein. Le choc, les harmonies et les disharmonies entre les cultures. Donc, dans cette créolisation du monde, dans cet abandon peut-être d'une chimère qui est de revenir à faire continent, on pourrait peut-être prendre nos forces pour mieux travailler, pour mieux valoriser nos différences et les faire se chanter ensemble, éventuellement chanter faux, hein, les disharmonies du monde. Mais bon, il faut bien essayer. Hein. Donc, cette idée, hein, pour lancer le débat, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre acte de l'individualisation et de l'individualisme dans nos sociétés? Entre vous et moi, je n'ai pas envie de revenir à une époque où le curé ou le parti ou le syndicat me disait ce qu'il fallait que je pense, et encore pire, ce que je dise. Bon, voilà. Hein. Donc, je pense qu'il faut en prendre acte, c'est une valeur, je pense que c'est une valeur, de l'attachement de chacun à son épanouissement personnel. Hein. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit et on a envie d'en profiter et d'en faire profiter le monde. Hein. Il faut donc prendre acte, me semble-t-il, de l'archipélisation sociale, se vivre entre soi, plutôt que de retenter de fabriquer du vivre ensemble. Voilà. Dès lors, les collectifs, les communs, puisque c'est la formule qu'on emploie souvent, pourraient être non pas un modèle contraignant, uniformisant, mais au contraire un système souple et évolutif, faisant coopérer ensemble les individus et les îlots. Et donc, quelle serait la condition de ce retissage, ou quel serait le fioul du ferry inter-archipélaire? Vous me suivez, hein, je suis un peu lourde, hein, dans ma métaphore. Alors, je crois que ce qui me paraît absolument essentiel, c'est qu'il faudrait qu'on en arrive à fabriquer ensemble une vision partagée du collectif, de ce commun auquel nous voulons arriver. Hein. Alors, le patronat libéral, les socialistes de la fin du XIXe siècle, le syndicalisme catholique se sont écharpés sur les moyens. Ça, c'est vrai. Hein. Mais tous partageaient la même conception de l'individu dans la société. Et donc, le navire amiral, pour moi, de la flotte des ferries de l'archipel, c'est donc l'élaboration ensemble, dans le débat, un vrai débat. Pas celui où on veut tuer l'autre,
hein, et ce qui est quand même les débats qu'on a actuellement à la télévision. C'est-à-dire on n'est plus dans le partage, on est dans j'ai raison et je ne vous écoute pas. Hein. Donc, et le débat, c'est la condition même de la démocratie. Enfin bon, hein. Donc, il faut élaborer ensemble dans le débat, dans la confrontation, dans la disharmonie, hein, dans l'interférence d'une vision partagée quant à une société reliant des individus libres et égaux. Et donc, ça suppose à penser ensemble la liberté individuelle et, il faut penser ensemble, et l'égalité entre individus pour fabriquer de la fraternité. Alors, vous aurez bien reconnu la devise républicaine, où très souvent, on met sur le même plan liberté, virgule, égalité, virgule, fraternité. Et moi, ce que je pense, très longtemps, on a souvent discuté avec Yves, hein, c'est que c'est liberté individuelle plus égalité égale fraternité. Je suis nulle en maths, mais je crois que ça marche. Hein? Et à Mulhouse, il me semble que ce serait donc prioritaire dans l'action publique une redéfinition de l'identité mulhousienne qui non seulement prendrait acte des 130 nationalités, ou je ne sais pas combien il y en a, enfin j'exagère peut-être sur 130, hein, qui non seulement en prendrait acte, mais s'en réjouirait. Voilà, c'est ça, je pense, qu'il faudrait faire. Hein. Deuxième outil, donc d'abord partager une vision commune. Hein. Deuxièmement, il faudrait, il me semble que c'est important de poser ensemble un diagnostic sans complaisance. Et je voudrais rappeler un autre moment historique à Mulhouse. Je reviens à Émile Muller. Je n'ai pas sur un piédestal, hein, la question n'est pas là, mais il avait une conscience très très nette que Mulhouse était en train de s'écrouler, hein, que le modèle industriel, textile, métallurgie était en train de s'écrouler. Et donc, il est arrivé avec une volonté de repenser la ville. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a eu un moment absolument extraordinaire de prospective, de réflexion prospective. Entre 1959 et 1961, il a organisé des journées de l'urbanisme, journée de l'enseignement supérieur, journée du tourisme, etc. Et il a fabriqué de l'intelligence collective. Et il a fait comment? Eh bien, il a mis les politiques, parce que lui, il avait une vision, il avait sa vision, hein, mais à partir de là, il s'est appuyé sur les sachants, c'est-à-dire les profs d'université, les hommes politiques, les économistes, etc., etc. Il s'est appuyé, donc les élus, les sachants, hein, je mets des guillemets, hein, c'est pour ne pas dire les intellos, hein, voilà, ce qu'on appellerait des experts, mais ces experts n'ont pas donné lieu à une démocratie technocratique, hein. Ils ont mis leur savoir au service du politique, hein, parce qu'actuellement, on peut parfois avoir l'impression, mais je ne parle pas du tout de Mulhouse, hein, qu'on soit clair, je ne dis pas ça parce que les deux élus sont là, hein, mais on peut avoir l'impression à certains moments qu'on a une prise de pouvoir ou de décision par des énarques ou des gens qui ont une compétence technique. Hein. Excel est un outil d'une réflexion et d'une vision. Hein. Bon. Donc, il a mis ensemble les sachants, les élus, il a mis ensemble les pouvoirs locaux et les pouvoirs nationaux. Et croyez-moi, les relations entre Paris et la province dans les années 50, c'était pas tout miel, tout sucre. Hein. Les relations sont pas très fortes, pas très bonnes en ce moment, et c'était pas mieux avant. Hein. Il a mis tout ça autour d'une table et on a fabriqué de la prospective. Qu'est-ce qu'on veut pour Mulhouse dans 30 ans, hein. Alors après, ça a donné des choses sur lesquelles il faudra revenir, le zonage, hein, qui fait qu'on a les coteaux d'un côté, la résidence d'un côté, l'université de l'autre, des centres commerciaux à un autre endroit, résultat des courses, la bagnole pour aller en... Bon, donc c'est pas un modèle qu'il nous faut pour maintenant, hein, mais c'est cette idée qu'il faut qu'on pense, pas chacun de notre côté, mais tous ensemble, pour poser un diagnostic, hein, et ensuite... donc prendre la pleine mesure des trois urgences démocratiques, sociales et écologiques d'aujourd'hui. Ensuite, il faut développer cette vision. D'aucuns disaient un récit. Alors, j'aime bien la phrase qu'on prête à Saint-Exupéry. Si tu veux que des hommes t'aident à construire ton bateau, donne-leur envie de voyager. Donc, il faut qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on va voyager. Puis, ma foi, si on ne va pas tout à fait à l'île qu'on a prévue, on ira dans une île qui sera pas mal non plus. Hein. Donc, la fin peut-être d'un modèle de croissance fondé sur le PIB, et plutôt sur l'indice du développement humain, par exemple. Hein. Voilà. Ça suppose, me semble-t-il, d'accepter de faire de la question sociale une question qui est d'abord politique.
la question des inégalités, la question du vivre ensemble, la question de la déchirure, la question du recroquevillement sur son île. C'est seule la démocratie qui en fait un problème. Les régimes autoritaires n'en font pas un problème. Seule la démocratie dit les hommes sont libres, mais ils sont égaux. Et donc, comment fait-on de la fraternité, hein? Et donc, il me semble d'ailleurs que c'est le grand problème des politiques sociales actuelles, mais là vraiment je le mets en discussion, j'ai le micro, alors j'ai une sorte d'autorité, mais je le mets en discussion, c'est qu'on l'a traité sous l'angle des politiques sociales, on ne l'a pas traité sous l'angle de la citoyenneté, de la capacité d'agir des pauvres, éventuellement aussi des riches, hein, qui ne font plus société, hein, bon, etc. Donc, et donc évidemment, reprendre la maîtrise des outils du lien social, l'école, la formation et en particulier professionnelle, le travail, l'utilité sociale, hein, y compris dans l'engagement bénévole, les services publics, etc. Alors, ce que Mulhouse a toujours cette capacité d'être un lieu pionnier, alors, le dialogue interconfessionnel, il est extrêmement vivace, la preuve, hein, voilà, nous sommes aujourd'hui là, hein, malgré les intégrismes et malgré les replis qui sont puissamment à l'œuvre dans chacune des églises qui composent Mulhouse. La vitalité associative est immense, même si le bénévolat fatigue. La ville a accueilli des créatifs, hein, je pense à Motoko, bien sûr, hein, qui sont levains, qui peuvent faire lever la pâte. Je ne vois pas encore la farine, mais je pense que c'est possible, hein. Et donc, au final, j'espère qu'il me sera pardonné d'avoir été dans l'incapacité de répondre à la question que je m'étais moi-même posée. Je vous rappelle comment je l'avais formulée. L'expérience historique mulhousienne pourra-t-elle être remobilisée, mieux encore réinventée pour retricoter le lien social? Alors, je réponds oui, elle le peut, mais je ne sais pas si elle y arrivera. Voilà, ça, je ne le sais pas, hein. La réponse, j'espère, est oui, mais je n'en suis pas certaine. Par contre, je suis certaine, absolument certaine, qu'on a tous envie que Mulhouse redevienne joyeuse et colorée. Je vous remercie. C'est pour cette magnifique conférence extrêmement nourrie, très dense, qui nous permet de découvrir un Mulhouse archipel. C'est un peu donné d'avance. Je ne connaissais pas, je n'avais pas Mulhouse, mais je découvre. Avec les questions que ça pose, avec toutes les réussites, ces singularités historiques, très prometteuses. Et merci de nous ouvrir ces pistes, qui sont aussi une façon d'ouvrir un petit peu ce cycle. Puisque, entre autres, vous n'avez pas la réponse, nous aurons peut-être des éléments de réponse lors de notre table ronde avec l'appui de la Fondation de France, qui viendra nous présenter des projets soutenus pour l'avenir sur Mulhouse. Voilà. Vraiment, très, très grand merci. Le temps est venu de débat. Je suis persuadé qu'il y a plein de questions à partir du propos de Manitou. Je rappelle juste que nous devons quitter la salle à 22 h. C'est un impératif qui nous est donné. Voilà, nous avons 3 quarts d'heure devant nous, sachant que ceux qui le souhaiteraient, il y a également quelques livres à disposition proposés par Manitou sur la table de fond. On va avoir quelques minutes pour que vous visitez également si vous le souhaitez. Voilà. Le temps est en question. Qu'est-ce qui souhaite lancer la première? Oui, comme je suis d'origine protestante, oui. J'ai l'impression, mais je n'y connais pas grand-chose, qu'une des particularités de cette philanthropie mulhousienne viendrait, serait liée en partie au fait que beaucoup de ces industriels étaient protestants. Est-ce que c'est exact et comment on peut l'expliquer? Oui, il faut que j'allume ce. Il paraît que ça ne marche pas bien quand les deux sont allumés. Ça va là? Oui, ça va, pardon, c'est parfait, merci bien. Oui, alors je pense en effet que. Alors c'est la poule et l'œuf un petit peu, hein, mais c'est évident que donc 1523, vous savez que l'année prochaine, on fêtera le début de la réforme, on commémorera le début de la réforme à Mulhouse. Et si vous voulez, au cœur de cette réforme, qui par ailleurs est réformée, calviniste,
il y a cette doctrine de la prédestination qui, là je pense au livre de Jeanne Garrison par exemple, qui montre que le protestant, aussi austère soit-il, est en fait joyeux. Parce que l'idée, c'est que le sort qui vous est fait ici-bas, merci infiniment, merci beaucoup, que le sort que vous vous faites ici-bas, Dieu l'a décidé pour vous de toute éternité. Autrement dit, à la fois ça peut... je veux dire, il n'y a pas du tout la condamnation catholique les premiers seront les derniers, les riches, vous connaissez, les riches ont moins de chances de rentrer au paradis qu'un chameau de passer par une aiguille, par le chat d'une aiguille. Bon. Chameau voulant dire d'ailleurs en araméen corde en fait. Et donc, voilà. Donc il n'y a pas du tout cette condamnation-là, et donc il y a un optimisme. Bon. La deuxième pilier de la foi protestante, c'est la foi seule sauve. C'est-à-dire qu'il suffit, la relation est directe entre le protestant et Dieu, et donc il n'y a pas à passer par des intermédiaires que seraient ces hommes d'église qui seraient les intermédiaires. Et donc on voit bien comment c'est un puissant impulsif en quelque sorte, ça donne de l'impulsion pour se lancer dans une aventure qui, si elle échoue, c'est que Dieu n'a pas voulu, mais après tout, faisons le pari pascalien, je tente, et puis si je réussis, c'est que Dieu l'a voulu. Donc il y a un vrai optimisme qui l'explique. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que, alors je pense que ça ne suffit pas. Parce que pour expliquer la spécificité, la singularité mulhousienne, parce qu'au fond, les Britanniques étaient protestants dans les dogmes, parce que l'anglicanisme, l'Established Church, on en a beaucoup reparlé avec Élisabeth et Charles III, on maintient le clergé, enfin une hiérarchie ecclésiastique, ça c'est le choix d'Henri VIII et d'Élisabeth Ière, mais on maintient les dogmes protestants. Bon, et ben les protestants britanniques ne sont absolument pas n'ont absolument pas développé la même vision sociale, au contraire. Ils ont développé ce qu'on appelait l'utilitarisme. Il suffit de lire Hard Times de Dickens, enfin, pour voir un peu ce que c'est que le social chez les Britanniques. Donc, alors, je pense que ça ne suffit pas pour faire la singularité mulhousienne. Il a fallu un deuxième élément de singularité, c'est l'indépendance politique. 1515, on l'a commémoré là aussi, c'est l'alliance avec les Suisses qui fait que la cité-État de Mulhouse se gouverne toute seule. Le roi Louis XIV, ciao, bye, tu fais ce que tu veux, tu peux conquérir l'Alsace, nous on ne s'est pas donné aux Bourbons. Bon, malheureusement quand Charles X reviendra, on ne va pas aimer. Mais voilà, donc c'est l'indépendance politique. Voilà des hommes, enfin une bourgeoisie, une oligarchie qui se débrouille toute seule, envoie des relations diplomatiques, enfin fait de la diplomatie avec les plus grands de ce monde, fait du business pendant la guerre de 30 ans, donc ils s'auto-gouvernent eux-mêmes. Alors vous voyez comment on peut, en effet, cette idée qu'on est des hommes libres et qu'on a du pouvoir d'agir, ça vient aussi de là. Et troisième élément, mais qui est aussi lié aux deux autres, c'est évidemment qu'ils vont s'inscrire dans la franc-maçonnerie, et dans une franc-maçonnerie, comment dirais-je, non pas, je dirais, alors mes termes ne vont pas être bons, mais spéculative, mais opérative. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est de prendre en charge les problèmes de la cité dont ils se sentent responsables. Et il y a une phrase assez célèbre dans l'Industriel alsacien, qui est le journal de la bourgeoisie mulhousienne, en 55 ou 56, il dit ceci: nous devons plus à nos ouvriers que le salaire. Faites dire ça à un Anglais, je ne parle même pas de l'Istrus, au 19e siècle. On leur doit plus que le salaire. Et là, à ce moment-là, vous avez cette prise en charge tout à fait particulière. Voilà. Et qui peut expliquer en effet que l'idée que chaque homme a en lui, doit épanouir sa pleine humanité, voilà, et qu'on est là pour l'aider à épanouir son humanité, mais pas le mettre en tutelle qui la briderait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort et qui, je pense, est au cœur de notre individualisme. L'individualisme d'aujourd'hui, ne le déplorons pas. On y est tous attachés. Enfin, moi, je n'ai pas du tout envie de revenir à l'époque où je suis née. Je suis née en 54, je n'ai vraiment pas envie de revenir à cette époque-là. Aujourd'hui, je veux pouvoir décider de mon destin, mais comment je ferai du collectif, voilà. Et Mulhouse a ça. Donc, protestantisme, plus indépendance politique, plus franc-maçonnerie, et vous avez là un cocktail Bloody Mary qui fonctionne bien.
question. Vous avez parlé d'archétypisation. Est-ce que les communautés, le communautarisme dans les pays anglo-saxons, est-ce que c'est identique? Et est-ce que vous pensez que dans ces pays-là, il y a plus de liens sociaux? Vous parlez de l'Angleterre. Des saxons, absolument. Alors, le mot communautarisme, en effet, il est peut-être compliqué à reprendre parce qu'il désigne plutôt des replis communautaires. Enfin, généralement, la société britannique est la société au 19e, au 20e, et elle redevient maintenant la plus clivée socialement de toute l'Europe. C'est elle qui a démarré l'industrialisation. Je veux dire, bon, c'est dès le début du XVIIIe siècle qu'on découvre qu'on fabrique le charbon, qu'on se lance les premiers railways. Enfin, c'est les années 1820, nous c'est 1839, troisième ligne de France, troisième ligne ferrée de France. Donc on les a tout de suite suivis. Et donc, ils ont été dans ce qu'on appelle la logique libérale. Alors, vous allez me dire, libéral, démocratie, au XIXe siècle, c'est deux mots complètement différents. Et alors, le libéralisme au XIXe siècle, c'est une vision du monde économique, c'est-à-dire le libéralisme, c'est la loi du marché, et le salaire doit obéir à la loi du marché. Quand il y a du travail, les ouvriers peuvent exiger d'être payés plus, et quand le travail devient rare, il faut qu'ils acceptent, donc il doit fluctuer, c'est un coût de production comme les autres. D'accord. Donc le libéralisme, c'est une doctrine pour l'économie, c'est-à-dire la loi du marché, le moins d'intervention de l'État possible, parce que en fait, on va brider les lois naturelles et empêcher les reprises ou les fermetures des usines qui ne sont pas compétitives. Donc la loi du marché, mais c'est aussi une vision politique qui s'oppose à la démocratie. Au XIXe siècle, ça s'oppose à la démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il faut une souveraineté populaire. OK, par opposition à la souveraineté de droit divin. Mais l'Angleterre, je vous rappelle, n'est plus sous souveraineté de droit divin depuis la Révolution britannique dans les années 550, pour aller vite. Ils ont quand même le premier décapité un roi quand même, un siècle et demi avant nous. Il faut le faire quand même. Bon. Donc, souveraineté populaire, d'accord. Mais le gouvernement par les meilleurs, melior pars, c'est-à-dire suffrage censitaire. Suffrage censitaire, c'est-à-dire les gens qui réussissent sur Terre, donc qui sont capables de payer un certain montant d'impôts, ont prouvé leurs compétences et leurs talents, c'est la formule de Guizot dans les années 1830, et donc ceux-là peuvent gouverner. Le gouvernement de la souveraineté populaire, c'est un gouvernement qui demande le débat, qui demande de la rationalité, qui demande une capacité à connaître les problèmes techniques. C'est bien pour ça qu'on n'a pas donné le droit de vote aux femmes, puisqu'elles n'étaient pas dotées de cerveau, elles n'avaient qu'une cervelle. Là. Et donc, le libéralisme, c'est un refus de la logique du suffrage universel. Les Anglais n'ont supprimé les derniers privilèges électoraux qui permettaient, par exemple, aux professeurs d'université de voter 2 fois. Ah oui, l'intelligence, c'est nous, quoi. Bon, eh bien, ils l'ont supprimé qu'après 1945. Après 1945. Mais ils ont donné le droit de vote aux femmes en 1919 ou 1920 quand même. Bon, donc vous voyez, les choses sont complexes. Donc, excusez-moi pour revenir là-dessus, c'est donc la société la plus clivée qui soit. Et c'est la société qui est, bon, regardez la façon dont ils ont réagi face à la famine néerlandaise en 1848. Voilà. Bon. Donc, et par contre, c'est une société qui est particulièrement attachée à la notion libérale de gouvernement par les meilleurs. Voilà. Donc, leur idée, c'est qu'au fond, il faut mettre en place un système de liberté, c'est ce que représente Boris Johnson, et ce que représente maintenant, je dirais presque caricaturalement Liz Truss, c'est-à-dire on met en place une situation dans laquelle les talents peuvent s'exprimer, donc on fait sauter toutes les contraintes de l'État qui ne sont que protectrices de ceux qui n'ont pas réussi, et à partir de là, la richesse percolera. Voilà, ça, c'est la logique libérale britannique. Elle est très, très forte dans les îles britanniques de façon générale. Voilà. Et donc, de fait, Madame Thatcher, d'une certaine manière, a représenté un acmé, en fait, alors, je reprends, parce que sinon je ne suis pas claire. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Churchill était au pouvoir. Ce n'était pas un fou révolutionnaire, Churchill était conservateur. Mais il s'est rendu compte
qu'il fallait mettre en place le welfare state. Hein. Pendant la guerre, le welfare state, c'est un rapport de Beveridge en 1942 qui dit maintenant il faut faire un système de sécurité sociale parce que les Anglais, qui sont seuls contre Hitler, hein, il faut qu'ils aient envie de se battre. Something to fight for. Hein, il faut qu'ils aient quelque chose pour se battre. Donc c'est Churchill qui a pensé un système de welfare state. Et donc il a mis en place, par exemple, le National Health Service, le système des hôpitaux, hein, qui sont gratuits. Bon, sauf qu'ils sont en train de craquer maintenant, puisqu'il n'y a plus d'argent, hein, puisqu'il n'y a plus d'impôts. Hein. Mais il a mis en place ce système-là. Et on a eu un système de diminution des inégalités sociales dans les années un peu socialisantes, des années 50 jusqu'aux années Thatcher, c'est-à-dire la fin des années 70. On a eu 25 années pendant lesquelles on a vu se réduire un petit peu. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les enfants d'ouvriers, leur taux de mortalité a baissé parce qu'ils étaient mieux nourris. Alors que l'Angleterre est une île et n'avait rien à bouffer. Hein. Simplement, la répartition était plus égalitaire. Hein. Donc, on a eu un petit moment et Thatcher a mis fin à cette, comment dirais-je, à cette politique un peu sociale, si vous voulez, de réduction des inégalités. Elle a mis fin et on n'en est jamais revenu parce que même le blairisme n'a jamais remis en cause les fondamentaux thatchériens, en fait. Donc, il a fait un peu de la social-démocratie, mais en fait. Donc, oui, la société britannique est une société terriblement bridée, terriblement clivée. Bon. Par contre, comme je le disais, comme chacun d'entre nous, tout homme qui arrive, quand on le laisse arriver, s'il ne meurt pas dans la Manche, hein, bon, et quand on le laisse arriver, eh ben, étant donné qu'il y a peu de protection sociale, qu'on peut travailler assez facilement sans protection sociale en Angleterre, eh bien, s'il arrive à se faire tout seul, ben, il peut devenir ministre de l'économie et des finances. Et dans les colonies britanniques, c'était la même chose. Nous, en France, on a prétendu apporter la civilisation, etc. Les Anglais, ils ont dit non, on va s'appuyer sur des educated natives, c'est-à-dire une toute petite minorité, qu'on a d'ailleurs pris souvent un peu artificiellement, mais dans ce qu'on pensait être les castes les familles les plus huppées dans les tribus, entre guillemets, hein, et puis on les a formés à l'anglaise, hein, et puis on les a associés au gouvernement. Donc c'est à la fois un pays d'extrême clivage social, très dur socialement. Sincèrement, Manchester, Liverpool, c'est Glasgow, wow, c'est rude, hein. Et puis en même temps, c'est un pays dans lequel l'émergence d'individus est favorisée. Et à ce moment-là, ben, oui, je suis quand même très, très frappée par le nombre de descendants des Indiens, enfin des Pakistanais ou de l'Afrique subsaharienne qui ont pu atteindre de très hauts postes de responsabilité. Rappelez-vous comme on en a fait, ouais, regardez, on a mis Ramayad, etc. Mais rappelez-vous le bruit qu'on a fait parce qu'on avait une personne noire au gouvernement. En Angleterre, ça se passe. Les deux vont ensemble, si vous voulez. Des promotions individuelles, des réussites individuelles et une société très, très clivée, très, très dure. Très, très dure. Et je pense que là, avec l'Istrus qui est en train de se passer, là, elle était obligée de reculer, c'est que là, ça a atteint un système où le système, la logique libérale du ruissellement, il faut que les plus riches puissent relancer l'économie, on va faire Singapour Open Thames, etc. La population, me semble-t-il, est en train de dire non. Déjà, l'Écosse est en train de... Voilà, enfin, je parle de l'Angleterre maintenant, excusez-moi, je réponds trop longuement. Mais voilà, on peut avoir des réussites individuelles comme on n'a pas. Il y a un dernier élément. Vous savez peut-être que dans nos banlieues, et même en coteaux, vous avez eu de nombreux Américains, des Américains noirs, qui sont venus dans les années 2008-2010, les années un petit peu Sarkozy, le débat sur l'identité nationale. Ils sont venus démarcher les jeunes entrepreneurs des coteaux en leur disant « Vous n'arriverez jamais en France à émerger, venez aux États-Unis. Là, vous pourrez émerger. » Parce que là, la réussite individuelle est priorisée. Intéressant quand même, par rapport à nos échecs. Hein. Intéressant. Je ne sais pas si on veut ça, hein, mais je réponds trop longuement, je m'excuse, je vais essayer d'être plus courte. D'autres questions? Et puis il y a Bernard aussi. Oui, bonsoir et merci. J'étais hier soir à une petite réunion à Pouponnière. Oui.
C'était remarquable, et puis il y avait une personne qui n'était pas une historienne, mais qui nous adressait vraiment une historique de tout ce qui s'est passé à Mulhouse depuis le XVIIe. Et j'étais surpris à un moment donné, je me suis dit, punaise, mais pourquoi on a fait une révolution? Ça a servi à quoi? Parce qu'effectivement, tous ces protestants, et c'était des protestants, ils étaient vraiment, ils étaient inventifs, ils ont créé beaucoup de choses, mais par contre, c'était vraiment des oligarques, quoi, plus ou moins. Et ils se sont tous installés au Rébert, quoi. Et quand on voit la figure, enfin, le château qu'il y avait à la Pouponnière, c'était vraiment un château qui pouvait rivaliser avec des châteaux de la Loire. Absolument. Donc, j'étais vraiment surpris. Et en plus, ils mettaient le grappin sur la population mulhousienne. Grappin, dans quel sens? Bah, l'expression. Les ouvriers, vous voulez dire? Oui, les Tonaliens en laisse. Oui, alors c'est Alfred Kecklin-Schwarz qui a construit l'Ermitage. Avec le chat. Alfred Kecklin-Schwarz, qui a construit l'Ermitage, qu'il n'a pas habité parce qu'il était très francophile et donc il l'a construit en 1869 et en 70 ou 60 combien? Oui, mais je veux dire le propriétaire. Le propriétaire, c'était donc le manufacturier, c'était Alfred Kecklin-Schwarz, il n'a pas habité puisqu'il est parti en France. Alors vous avez raison, alors pourquoi on a fait une révolution? Vous parlez de la Révolution française. Oui, tout simplement parce que je vous rappelle que la monarchie Louis XIVienne, son grand ancêtre Henri IV avait fait l'édit de Nantes, Lady de Nantes, comme m'a écrit un jour un étudiant. Ça c'était pas mal quand même, Lady de Nantes. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette madame? Louis XIV comment dirais-je, révoqué l'advocation de l'édit de Nantes en 1785 et qu'à partir de ce moment-là, un très grand nombre de protestants, les protestants qui ont voulu rester fidèles à leur foi, sont partis en Angleterre, en Hollande, comme par hasard, un des pays et à Bâle, et absolument. Et donc, il y a eu une espèce d'exode protestant. Et donc, en fait, vous avez eu une sorte de crispation de la monarchie autour de l'absolutisme. Alors, on sait très bien que sous Louis XV, le roi bien aimé d'abord et puis ensuite détesté, et même sous Louis XVI, il y avait des courants réformateurs, je dirais, mais qui n'ont pas gagné, en fait. Et donc, de fait, il a fallu la révolution, c'est-à-dire la rupture, la violence, pour qu'émergent ces éléments de modernité qui avaient été pensés par le protestantisme d'abord, avaient été ensuite repris par le mouvement des Lumières, en fait, par le mouvement des Lumières qui avait réfléchi justement à la souveraineté politique, etc. Donc, la question que vous posez, en fait, c'est oui, il y a toujours dans une situation donnée des ferments, des levains qui peuvent provoquer une évolution. Alors, est-ce que la France n'avance qu'à coup de révolution? Je ne sais pas, certains le disent, parce que nous serions des Gaulois réfractaires. Mais en tous les cas, oui, la révolution, d'une part, elle était inévitable parce que, le couvercle était trop serré, mais aussi parce que ces éléments d'évolution, et il y avait de la pensée, il y avait de la pensée, il y avait des projets de réforme. Rappelez-vous Vauban, tout le monde le chante en louange, mais Vauban a fait un projet de dîme, donc à l'époque de Louis XIV, un projet de dîme qui aurait été payé par les riches. Il a fini en exil. On ne lui a pas coupé la tête, mais enfin, il a fini en exil, il a été disgracié, si je puis dire. Il était entré en disgrâce de Louis XIV. Donc, les éléments réformateurs, il y a des systèmes qui se bloquent et qui n'arrivent pas à évoluer. Et donc, à ce moment-là, ça craque, quoi. Voilà donc ce que je peux répondre là-dessus. Alors après, sur le protestantisme, il les tenaient très très serrés. Vous avez tout à fait raison. C'est évident que comme ils sont libéraux et que pour eux, le salaire est un coût de production. Voilà. Tant que vous posez ça, le salaire est un coût de production, vous êtes un chef d'entreprise, vous le maintenez le plus bas possible. Donc, quand il y a une reprise économique, vous acceptez de payer plus parce que la main-d'œuvre est rare, mais sinon, qu'ils aillent se faire voir. Donc ça, c'est une évidence. Ils étaient libéraux, donc voilà. Simplement, ils ont développé à côté des systèmes sociaux
qui ont quand même été remarquables pour l'époque, si vous voulez. Mais bon, voilà, Vitou-Larouge, évidemment, je trouve que ce n'est pas juste, si vous voulez. Hein, voilà. Mais je le répète, je le maintiens, il valait mieux être pauvre à Mulhouse au 19e que l'être à Roubaix. Par exemple, pour obtenir de l'assistance à Mulhouse, il fallait 1 an de résidence. Il y a peu de pauvres qui restaient 1 an en continu. Quand vous n'avez pas de boulot à Mulhouse, bah, vous quittez la ville et puis vous allez chercher chez un paysan. Hein. Bon. Donc, mais 1 an. À Lille, c'est Pierrard qui a travaillé sur Lille, sous le Second Empire, il fallait 5 ans de résidence. Voilà. Donc, vous voyez, donc oui, je pense qu'ils ont humanisé une exploitation de l'homme par l'homme. Et enfin, dernière remarque, c'est la société de consommation. C'est le changement de paradigme économique qui fait que le patronat a eu intérêt à augmenter les salaires. Ce n'est pas leur bonté, ce n'est pas leur bienveillance. C'est que, vous savez, la célèbre formule, enfin, je l'ai déjà dit dans conférence, donc je m'excuse si je me répète, mais c'est Ford qui disait, Ford, hein, la Ford-T, qui disait, dans ses mémoires, j'ai fait une économie extraordinaire lorsque j'ai fait passer le salaire de mes ouvriers de $1 à $5. On se marre, on se dit, attends, il multiplie par 5 et il dit qu'il a fait une économie. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, il a pu acheter la Ford-T. Et donc, en fait, c'est le changement de... Alors peut-être que c'est la crise de consommation, là, hein, qui fait qu'on n'a plus intérêt à consommer comme ça, qui fait que, bon, on change peut-être de monde, hein, mais de fait, quand on est dans un capitalisme libéral, le monde patronal mulhousien était dedans, eh bien, le salaire était un coût de production. Mais quand Jean Dollfus met 300 000 francs de l'époque pour créer la Somco, pour acheter des terrains, pour vendre les maisons, il fait ce qu'on appelle la 4% philanthropy, c'est-à-dire la philanthropie à 4 ou 5%. Ça veut dire quoi? Il fait un petit bénéfice de 4-5%. Ouais, vous voyez, il a mis du pognon là-dedans, il se fait du pognon, etc. Oui, sauf qu'il faut payer toute l'administration de gestion, donc il a des employés, il faut qu'il le paye avec ça. Et d'autre part, s'il avait mis ses 300 000 € dans DMC, il aurait fait du 15% de bénéfice par an. Donc, vous voyez, je ne suis pas, comment dirais-je, Salomon, hein, voilà, mais je me dis que, en tous les cas, pour nous, historiens, si vous voulez, il faut qu'on démontre, et je pense que c'est important aussi pour nous, citoyens, c'est qu'on accepte de ne plus aller vers la simplification, mais aller, alors là, c'est ma formule à moi, excusez-moi, je me radote, mais enfin, j'ai l'âge pour le faire, hein, il me sera pardonné, c'est la clarification. C'est-à-dire, arrêtons de simplifier comme Éric Zemmour ou comme, excusez-moi, je n'aurais pas dû le dire, mais arrêtons de simplifier comme les extrêmes, hein, dans lequel, bon, je ne sais pas moi, 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs, voilà, hein, et allons vers la complexité. Et donc, bon, moi, politiquement, voilà, en termes de valeurs, je ne suis pas libérale au sens 19e siècle du terme, hein. Je suis pour un État interventionniste, je pense qu'on en a besoin. Hein. Le libre marché, Reagan, Thatcher, mais merci, c'est bon, quoi. Hein. Mais en tant qu'historienne, je peux simplement dire qu'ils ont joué le jeu. Par exemple, parce que je suis encore toujours trop longue, en 1827, ils décident de demander à ce qu'on limite le temps de travail des enfants qui travaillaient 15 heures par jour à l'usine, 13h30 effectives, comme leurs parents, puisqu'ils étaient dans une équipe avec leurs parents. Hein. Ils commencent en 1827, la loi ne sera votée qu'en 1841. Mais ils ont été les premiers à dire qu'il faut égaliser les conditions de concurrence. Nous, on ne peut pas ne pas employer des enfants, on les paye 3 fois moins qu'un homme adulte. Donc, on ne peut pas. Économiquement, on ne peut pas. Donc, il nous faut une loi qui s'impose à tout le monde. Donc, on peut dire qu'ils auraient dû ne pas employer des enfants. Et dans ces cas-là, ils n'étaient pas compétitifs. Donc, ils se sont battus pour avoir une loi qui était très insuffisante. Mais enfin, ils ont eu une loi. Voilà, c'est catch-22, cette affaire-là. Hein. Voilà. Celui-là est toujours trop long, hein, excusez-moi. J'avais quand même compris que c'était comporté dans des aristocrates. Oui, alors je pense qu'ils n'auraient pas été du tout contents que vous compariez leur maison sur la colline du Réberg avec l'aristocratie des oisifs. Je pense qu'ils auraient préféré que l'on dise que voilà, c'est une des palais de l'industrie. Ils auraient préféré ça. Voilà. Oui, et puis il y avait Bernard Vitou-Larouge. Oui, Je l'ai avoué. Hein. Je sais que vous êtes historienne, mais j'aurais aimé qu'on puisse échanger d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet héritage-là? Qu'est-ce qu'il en reste? Où est-ce qu'on en est? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 33% de pauvreté
un taux de 33 de pauvreté à Mulhouse qui maintenant perdure depuis au moins, enfin, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on fait va? Est-ce qu'il faut encore continuer ou est-ce que je vais continuer à m'épuiser dans mon travail puisque je travaille dans le social, par exemple? Et comment on fait avec toutes les logiques, et notamment peut-être avec l'économie, comment on fait avec tout ça? Je ne vais pas de donner de recettes magiques, mais j'aimerais envie de vous entendre là-dessus sur ce que vous pouvez dire du monde industriel aussi aujourd'hui. De la permanence de la pauvreté, oui. Alors, je vous corrigerai juste, entre guillemets, hein, pour dire que vous dites que c'est depuis la Seconde Guerre mondiale hein, qu'il y a ce taux de pauvreté à Mulhouse. Alors, pauvreté au-dessus de la ligne de flottaison, indigence en dessous. Hein, bon. Donc, je pense que ce n'est pas juste. Hein. Je pense que ce qu'on constate, c'est qu'à partir, alors, entre 45 et 50, on peut considérer que c'est la reconstruction, hein, parce qu'on pourrait appeler la reconstruction. Hein. Mais à partir de 50, les usines mulhousiennes fonctionnent à plein. Hein. La SACM fonctionne à plein, le moteur diesel, le textile, le DMC, c'est, je sais pas, 3 000 ouvriers, 4 000 ouvriers. Hein. Bon. Et donc, on peut véritablement dater la pauvreté est liée au chômage. Donc, ils n'avaient pas des salaires mirobolants, mais on peut dire qu'entre 1960 et, disons, 1980, le monde ouvrier était rentré dans, je dirais, la classe moyenne inférieure, si vous voulez. C'est-à-dire, pouvait se payer des vacances. Il n'y a rien de scandaleux à ça. Hein. Bon, ça me paraît normal. Et voilà, ils venaient d'une période où il n'y avait pas de vacances, évidemment, et je parle même avant 1936. Hein, voilà. Donc, la pauvreté, vous l'avez vu, on la voit réapparaître avec le fait que Mulhouse, ayant été, ces piliers, c'était des industries de la première révolution industrielle, des industries de main-d'œuvre, c'est-à-dire avec beaucoup de main-d'œuvre, relativement peu qualifiée. Hein. C'était le textile, la métallurgie, mais essentiellement le textile. Hein. Et donc, c'est quand les années 1980, c'est-à-dire lorsque la mondialisation a fait que ce que moi j'ai appelé la déterritorialisation, c'est-à-dire que lorsque la SACM, c'est à partir de 1963 ou 64, je ne sais plus très bien, lorsque DMC ont été intégrés à des groupes mondiaux. À ce moment-là, les sites mulhousiens sont devenus des sites parmi d'autres. Et reprenez même ICM, enfin Rhodia Mulhouse, la chimie. Hein. Je crois que 2 ans auparavant, ils avaient injecté des millions d'euros dans un nouvel appareil productif. Et puis au niveau mondial, eh bien, on a décidé que Mulhouse était un site qui n'était pas intéressant et on a fermé, terminé. Autrement dit, le phénomène est lié profondément à la mondialisation et à la fragilité du tissu entrepreneurial mulhousien qui n'a pas su, mais ça on a des études longues, hein, dès les années 60 qui le disent, qui n'a pas su aller vers d'autres industries qui ne seraient pas des industries de quantité de main-d'œuvre, mais qui auraient supposé qu'on fasse un énorme travail de formation. Hein. Et Mulhouse, un de ses problèmes énormes, c'est que sa jeunesse a très très peu de diplômes. Ces diplômes sont extrêmement faibles, donc ils ne sont pas employables. Voilà. Et donc, c'est le modèle industriel mulhousien qui, à partir des années 80, a créé du chômage, et c'est ce chômage-là qui a créé la pauvreté. Plus que l'industrie, et quand elle donnait du salaire. Je ne sais pas si je suis claire. Hein. Voilà. Donc, alors après, vous m'avez compris, outre le fait que je ne suis pas Madame Soleil, en plus, je ne suis pas une économiste, mais je vois bien les pouvoirs publics, au moins, déjà, comment s'appelle-t-il, Émile Muller savait qu'il fallait faire venir des activités nouvelles. On l'a vu avec Jean-Marie Bockel, hein, qui a fait le Parc des Collines, le Trident, etc., pour essayer de cranter en gamme et en formation. Hein. Et bon, ben voilà, il y a une partie de la population mulhousienne qui n'est pas formée, donc qui ne peut pas aller travailler dans les startups. Hein, voilà. Et puis, de toute façon, globalement et de façon générale, il n'y a plus d'emplois, au sens où même maintenant des emplois très très qualifiés d'informaticiens, dans 10 ans, ils ont disparu. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que la question sur les allocations, le salaire minimum universel, le revenu, pardon, pas le salaire, le revenu minimum universel est une question qui ne concerne pas les pauvres, qui concerne notre utilité sociale. Et c'est pour ça qu'elle est politique. C'est pour ça que je n'ai pas de réponse économique à vous donner, mais il est grand temps de politiser cette question-là.
Alors, on voit bien les infirmières, les éboueurs, à la limite, hein, c'est les petits métiers, certains petits métiers dont on va encore avoir besoin. Mais les informaticiens, on n'en aurait plus besoin. Les profs, on peut les remplacer par des Zooms. Hein. Donc, après tout, vous avez, alors en principe, on râle parce qu'on a 40 personnes dans les télé. Non, mais je rigole, mais nous, on nous l'a présenté comme ça, l'université, quand j'étais encore il y a une quinzaine d'années. Écoutez, on a une enveloppe budgétaire qui est restreinte, hein, la faute à Sarkozy et l'autonomie. Donc, écoutez, faites des cours en Zoom. Au lieu d'avoir 40 étudiants dans votre télé, vous en aurez 80. Oh, vous aurez 80 copies à corriger, pas de problème. Mais on sera plus limité par le nombre d'interactions. Et vous savez qu'il y a des collègues qui aiment bien enseigner en Zoom, hein, parce que comme ça, ils n'ont pas la difficulté d'avoir des êtres humains en face d'eux. Voilà. Donc, les choses sont complexes. Donc, la question, elle est là. Et le défaut de niveau, pour moi, c'est un enjeu monumental, alors c'est parce que je suis enseignante, hein, mais c'est élever le niveau de formation, pas simplement technique, hein, mais aussi en termes de capacité à construire son utilité sociale autrement que par le salaire, quoi. Autrement que par le travail salarial. Et il faut que tous on y pense. C'est une question politique. Il n'y a bientôt plus de travail, enfin plus d'emploi plutôt. Voilà, il y a Michel et puis il y avait Bernard. Voilà. Oui, il y a quelques éléments de réponse. Question à la dame travailleuse sociale. Vous ne travaillez pas pour rien. Ah oui, si on en reste aux seules statistiques, on s'aperçoit que la machine redistributive française est beaucoup plus performante que ce qu'on dit. Et quand on compare les revenus avant redistribution et après, les inégalités augmentent diminuent singulièrement. Elles sont encore trop fortes, mais ça marche. D'autre part, il faut se pencher sur des travaux, par exemple des monographies sociologiques, qui montrent que, c'est ça qui m'intéresse dans la sociologie de l'école, c'est tous ceux qui sont beaucoup plus nombreux qu'on imagine, qui réussissent quand même. C'est quand même m'intéresse beaucoup parce qu'à un certain degré de répétition, comme des perroquets de Bourdieu et de Marx, ça en devient désespérant. Vous êtes face à des élèves et vous leur dites « Oh, mais Bourdieu, Marx, l'école est une simple machine de reproduction des inégalités. » À ce moment-là, il serait logique qu'un élève se lève et me dise « Qu'est-ce que tu fous là, salaud ?» Si tu es un agent de la reproduction sociale. Alors, c'est plus compliqué que ça. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus, on le voit dans le roman, enfin bon, on le voit dans les travaux sociologiques, il y a quand même, on le voit aussi dans la sociologie de l'immigration. J'ai été très frappé, moi, en particulier par le nombre de réussites scolaires de filles d'origine maghrébine. Je tiens à le souligner, ça a été une de mes joies professionnelles. Donc, on n'est pas dans une pure reproduction des inégalités. Par ailleurs, je ne vais pas lancer le débat là-dessus. Tout le monde répète que l'ascenseur social est en panne. Il suffit simplement de lire une table de mobilité sociale confectionnée par l'INSEE. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas vrai. Ça marche moins bien qu'avant, mais ce n'est pas bloqué. Alors, moi, je souhaiterais que ça marche beaucoup mieux, on est bien d'accord. 2-3 remarques au monsieur qui nous a présenté des villas de Rébert comme des palais de Versailles. Je pense qu'il y a un petit, d'abord c'est bien exagéré, et d'autre part je pense qu'il y a un contresens sur la mentalité de ces entrepreneurs capitalistes, protestants, et notamment enseigner Max Weber et être à vélo, c'est un régal. Oui. Donc ce protestantisme, calvinisme ne présente pas l'accumulation de richesses comme une invitation à en jouir et à se la péter, si je puis dire. C'est plutôt, j'ai toujours imaginé un industriel protestant capitaliste monter en haut du Rébert, parce qu'on parlait de la ville où sont cheminée, que tous les jours il y en avait des nouvelles, dire à son fils non pas claque le fric dans les Ferrari, à l'époque il n'y en avait pas, dans la prostitution, dans les boîtes de nuit comme les footballeurs professionnels aujourd'hui, mais plutôt tu as une responsabilité, ce que tu as reçu de moi et de mes ancêtres, tu as le devoir de l'agrandir. Donc,
une partie de ces profits était quand même réinvestie, ce qui distingue tout à fait des capitalistes financiers sauvages d'aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même monde. Autre remarque, juste, ça me fait plaisir de le rappeler, les experts sous la démocratie athénienne étaient des esclaves. Oui, parce qu'ils avaient des compétences. D'autre part, vous avez dit que vous avez déjà entendu là-dessus, c'est très intéressant, la migration progressive des élites, des riches, à partir de la ville médiévale originelle. N'empêche quand même qu'ils ont emmené dans leur bagage des gens avec eux qui sont, je trouve, souvent les grands oubliés de l'historiographie, les employés de maison, les domestiques, dont on oublie que pendant longtemps, au XIXe siècle, ils n'avaient pas le droit de vote, eussent-ils été des hommes. Parce qu'ils étaient dépendants. Parce qu'ils n'étaient pas indépendants, ils étaient dépendants. Donc, en effet, c'était un des critères d'exclusion du vote. Oui, vous avez raison. Alors, je me permettrai juste de rebondir sur votre rebondissement, si je puis dire. Pas sur vous, hein, je ne rebondis pas sur vous. Parce que souvent on dit, je vais rebondir sur Madame Vitou. Non, je ne vous autorise pas. C'est une drôle de formule. C'est vrai que l'historiographie mulhousienne s'est focalisée sur les grands patrons d'industrie. Et donc, on n'a jamais eu de travail, en effet, sur deux choses. D'abord, il y a une multitude de petites entreprises. L'artisanat n'a pas disparu à Mulhouse. Ce kleiner Mittelstand, disent les historiens allemands qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et ça, autant on le travaille beaucoup sur le Bas-Rhin, c'est la thèse de Nicolas Choskopf à l'époque, mais autant on a une espèce d'invisibilisation, parce qu'ils prennent de la place quand même, les industriels mulhousiens, ils prennent de la place, dans l'historiographie, j'entends. Et donc, c'est vrai que du coup, on n'a pas, je l'ai fait aussi dans ma conférence, on oppose deux classes, enfin les pauvres et les riches, the rich and the poor, comme disait Disraeli, mais alors qu'en réalité, on avait des mixités sociales et donc des gens des îles qui étaient mixtes en fait. Et de fait, c'est peut-être de là que peut venir. C'est un élément qu'on ne connaît pas bien, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais qui permettrait peut-être de tricoter, enfin d'amener des fils et du savoir-faire de tricotage, quoi. Voilà, c'est vrai. Vous avez invoqué le libéralisme. Oui. Je pense qu'on gagnerait dans tous les débats à Mulhouse ou ailleurs de distinguer plusieurs choses. C'est vraiment le foutoir dans les têtes, je ne parle pas de vous, entre libéralisme, néolibéralisme, capitalisme, économie de marché, progressisme, productivisme, etc. Et de cette confusion conceptuelle qui est partagée notamment par les militants, ne n'est pas une action efficace. Donc on n'aura pas identifié, j'allais dire, l'ennemi, clairement. On parlera dans le vide et on agira plus ou moins dans le vide. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le libéralisme, c'est le néolibéralisme. Ce n'est pas la même chose, voire Macron. Oui. Bon, dernière chose, vous avez dit à un moment donné, l'individualisme est lié substantiellement à la démocratie, sinon c'est le totalitarisme. Oui, je vais aller vite. N'y a-t-il pas un entre-deux? Et je pense notamment à toute la tradition, évidemment, qui a été étouffée par la tradition marxiste, proudhonienne, le socialisme français des origines, voire même les avances de socialisme chrétien, auquel on ne rend pas suffisamment grâce. Comme il y a deux questions, je ne vais pas vous répondre, mais vous avez tout à fait raison, le mutualisme, il y a plein de contre-modèles, et là encore, la victoire, entre guillemets, du marxisme après la charte d'Amiens fait qu'on n'y pense pas. Mais bon, c'est, je pense, une autre question, mais je suis d'accord. Par contre, cette confusion des esprits, je pense que pour moi, c'est cette volonté de simplification plutôt que de clarification. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question, je ne sais pas. Il y avait Bernard qui avait une question aussi, je ne sais pas. C'est vrai que Pierre nous a mangé les minutes. Oui. Avec beaucoup de... nous arrivons à 22 heures, donc je crois que par respect, il va falloir quand même l'ordre. Merci pour votre participation. Je vous invite aux suivantes. Je ne vais pas développer tout le cycle, je crois qu'il y a des flyers à la
à la sortie. Simplement vous préciser, la prochaine, qui a lieu le 8 novembre au Centre Théâtre, concernant les questions posées par le numérique, avec Bruno Dufay. Ce n'est pas un nom très connu, mais il est docteur en intelligence artificielle, il enseigne dans l'université. C'est aussi un ancien cadre de l'industrie, de toute sa carrière dans l'industrie du numérique à l'international. Et il est aussi formé en sociologie et en psychologie. Et il partage aussi son activité dans le domaine associatif de l'éthique. Donc il a plusieurs cartes en main pour essayer de discerner les enjeux et les défis numériques dans les liens sociaux aujourd'hui. Et puis on a beaucoup parlé de protestants à Mulhouse, on a aussi le plaisir pour la deuxième prochaine conférence de la faire en partenariat avec le Conseil presbytéral de Mulhouse, non pas au Temple Saint-Étienne comme c'était annoncé dans la brochure de notre programme global de l'année, puisque le Temple sera encore en travaux pendant quelques mois, donc ce sera au Temple Saint-Jean, ça c'est confirmé, et ce sera avec Olivier Abel, philosophe et théologien, qui est un ancien élève de Paul Ricoeur, justement sur les questions de ressentiment et d'humiliation dont vous avez parlé, pour nous dire d'où ça vient et également nous ouvrir des pistes, comment s'en sortir, parce que ça nous déconstruit nos liens sociaux. Voilà, le reste, vous le découvrirez. Bonne soirée, encore merci pour votre participation à votre projet.